Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC qui date de 2022, il y a des phrases extrêmement problématiques du genre la transition énergétique pourrait aller plus vite que les transitions du passé. Comme si par le passé on avait fait des transitions énergétiques. Dès les années 70 aux États-Unis, dès les années 80 en Europe, on a très bien conscience qu'il n'y aura pas de transition, mais que pour les pays riches, ils sauront s'adapter. Et vraiment, cette confiance dans l'adaptation, à mon avis, joue un rôle clé pour comprendre l'inaction. La guerre est une catastrophe environnementale. Les militaires sont des experts pour tuer les humains, et ce faisant, nous ont appris à tuer le vivant en général. On a une sorte de déresponsabilisation aussi de tout un chacun, puisqu'on imagine qu'il y a des grands experts qui sont en train de définir les solutions et qu'il y a des ingénieurs extraordinaires qui vont nous tirer d'affaire. Et c'est pas vrai, en fait, c'est très infantilisant. Je tiens, il y a longtemps, EDF avait aussi un autre slogan qui était problématique, c'était « Le progrès, il faut y croire pour le voir ». C'est-à-dire, en fait, il y avait quasiment une sorte de... Ça relève de la foi. Le conseil que les experts américains donnent, c'est de dire, pour les pays pauvres, c'est bien simple, ils ont intérêt à se développer le plus vite possible, quitte à émettre plein de CO2, et ça les rendra plus résilients face au changement climatique. Ils ont qu'à devenir riches, oui. Ils ont qu'à devenir riches, c'est tellement simple, en fait. Et là, il y a un sujet qui est plus embêtant, qui est en fait les accointances qu'il y a au sein du groupe 3 du GIEC avec les firmes pétrolières et les firmes fossiles. Ce n'est pas un complot, c'est-à-dire c'est voulu par l'ONU. Dans les années 90, la doctrine poussée par Kofi Annan, c'est de dire il faut faire du développement durable, il faut que les multinationales soient présentes dans la production d'expertise, dans la production des solutions. Jean-Baptiste Fresseuse, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du Média Lucide. Alors, vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Après avoir été maître de conférences à l'Imperial College de Londres, vous êtes maintenant chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'École des ponts et chaussées. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Apocalypse joyeuse et tout récemment Sans transition, qui a reçu de nombreux prix, dont celui du Sénat, qui a même été recommandé par le Financial Times. Il y a 3 ans, vous nous avez accordé un entretien formidable sur cette chaîne et donc on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour continuer à explorer toutes les inepties sur la crise énergétique. Pour commencer, je vous propose de revenir sur le point essentiel de vos travaux. Alors qu'on parle à tout bout de champ de transition écologique ou énergétique, vous expliquez que cette vision n'a aucun sens. Pourquoi ? Alors, transition énergétique, c'est un slogan. Ce n'est pas une notion scientifique sérieuse. Ce qu'on fait quand on met des panneaux solaires, des éoliennes, dans une moindre mesure des voitures électriques, c'est on diminue l'intensité carbone de l'économie. C'est-à-dire on a besoin d'émettre moins de CO2 pour avoir un service équivalent. Mais ce n'est pas une transition énergétique. Et je crois que le problème fondamental de cette notion de transition énergétique, ça fait croire que dans 20 ou 30 ans, on aura résolu le problème, qu'on aura arrêté le changement climatique, et donc on pourra passer à autre chose. Et ça pousse toute la discussion démocratique, politique et scientifique aussi sur les solutions technologiques. Transition énergétique, l'idée c'est bien de faire entièrement basculer le système énergétique d'une base vers une autre. Le problème c'est que en fait, les énergies, elles sont étroitement reliées entre elles. Elles ont été reliées entre elles dans l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas du tout de transition du bois au charbon, comme on le raconte souvent à propos de l'industrialisation. Le bois et le charbon croissent ensemble au 19e et encore au 20e siècle. Il n'y a pas du tout de transition du charbon au pétrole. En fait, charbon et pétrole s'entraident les uns les autres. Et de nos jours, on a aussi ce genre de dynamique entre les renouvelables et les fossiles. De manière assez évidente, pour faire un panneau solaire ou une éolienne, on a besoin de matières fossiles pour faire du silicium, pour faire de l'acier. Ça va de soi, c'est évident. Ce n'est pas forcément très grave, mais il faut bien en avoir conscience. Et je dirais que le problème, ce n'est pas tant cette intrication entre fossiles et renouvelables au niveau de la production électrique. Le problème clé, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette électricité relativement propre. Si c'est pour faire rouler 1,5 milliard de voitures qui pèsent 2 tonnes, qui dépendent de l'acier, qui dépendent du plastique, qui dépendent de plein de métaux compliqués à produire, on sent bien qu'on ne fait pas une transition énergétique. On fait du progrès technologique, c'est-à-dire les panneaux solaires, les voitures électriques, ça fait partie de l'histoire du progrès technologique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en train de nous faire basculer dans un tout autre système. Ça, c'est vraiment une vision naïve, propagandiste et pas sérieuse de la situation. Mais comment est-ce que les historiens et les experts en sont venus à adopter un récit aussi trompeur, finalement, sur les transitions successives qui, comme vous l'expliquez, sont plutôt des accumulations, en fait?
Alors pour ce qui est des historiens, où là je suis plus en confiance, en gros ce qui s'est passé, c'est que l'histoire de l'énergie, elle a été racontée à partir des années 70-80, avec comme question essentielle comprendre la croissance économique. Et ils ont regardé les dynamiques énergétiques d'un point de vue relatif. Et donc c'est vrai que relativement, on a l'impression que le charbon devient beaucoup plus important que le bois, par exemple, au 19e siècle. Pareil, le pétrole gagne en importance au 20e siècle. Et donc les historiens ont choisi ce mot de transition énergétique pour décrire ces phénomènes-là. C'est une vision en relatif de l'énergie. Si vous voulez comprendre, je sais pas, l'enrichissement de l'Angleterre au 19e siècle, ça peut faire sens de se centrer sur le charbon et de parler de transition. Le problème, c'est quand il s'agit maintenant de penser la question du changement climatique, ce qui compte, ce sont les valeurs absolues, ce ne sont pas les valeurs relatives. On pourrait très bien imaginer de nos jours une énorme croissance des renouvelables et puis une stagnation des fossiles. C'est ce qu'on est en train de vivre d'une certaine manière. Et on voit bien que ça ne résout absolument pas l'affaire et que ce n'est pas une transition énergétique telle qu'on veut vraiment la faire maintenant. Donc je crois que c'est ce décalage, en fait, et c'est lié au fait qu'on pose une nouvelle question à l'histoire de l'énergie, qui est liée au changement climatique, qui rend très problématique ces récits de transition énergétique. Et ce faisant, l'histoire de l'énergie a nourri effectivement une forme de plausibilité, ou en tout cas de confiance dans cette idée que, bah oui, on a fait des transitions énergétiques par le passé, et maintenant on va faire une nouvelle transition énergétique. Et ça a été repris effectivement par les experts, j'ai envie de dire, officiels sur le sujet. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, qui date de 2022, il y a des phrases extrêmement problématiques, du genre la transition énergétique pourrait aller plus vite que les transitions du passé. Comme si par le passé on avait fait des transitions énergétiques. Alors qu'on consomme de nos jours de plus en plus de charbon, de plus en plus de pétrole, de plus en plus de gaz et de plus en plus de bois. De nos jours, le bois énergie, c'est 2 fois le nucléaire. On vit avec des sources d'énergie anciennes. Et donc il y a une focalisation au sein de l'expertise, on pourrait y revenir, sur la frontière technologique, et qui néglige les techniques en usage. On va beaucoup plus parler de nucléaire, d'hydrogène, de voitures électriques, que de charbon de bois et de traction animale, qui sont pourtant des technologies très importantes, en particulier dans le monde pauvre. Oui, parce qu'on en parle parce qu'en fait, c'est chez nous. On a tendance à regarder ce qui se passe chez nous, mais c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Et évidemment, le problème des émissions, il est planétaire. Alors ça, c'est le premier point, c'est que les experts des solutions face au changement climatique viennent très majoritairement des pays riches, et donc ils ont tendance à avoir une vision occidentale en fait, du monde technologique et du monde matériel. C'est le premier point. Je pense qu'il y a un deuxième point plus structurel. Ce sont des scientifiques payés par des universités ou des instituts de recherche. Et forcément, ces institutions ont tendance à pousser le nouveau, l'innovation, la frontière technologique. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de papiers sur des technologies de frontières qui ont à peu près aucune importance, mais qui produisent énormément de littérature scientifique. Et par contre, les questions qui sont en fait beaucoup plus importantes pour réduire les émissions, à savoir les questions de sobriété, de décroissance, d'interdiction, sont largement négligées dans la littérature. Et ça se voit très bien dans les rapports du GIEC, où on a un écart considérable d'intérêt entre une littérature et un rapport qui est complètement obnubilé par le high-tech, et puis les questions de changement structurel en fait, de la société, de changement du capitalisme. Toutes ces questions vraiment fondamentales, en fait, elles sont largement sous-représentées dans l'expertise officielle. Mais est-ce que c'est pas finalement très dangereux d'entretenir une espèce d'optimisme aussi forcené sur une idée de transition? Ah, je pense que c'est très risqué, effectivement, parce que, en fait, on a une littérature qui dit oui, la transition est possible, on va pouvoir atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Or, on a des obstacles technologiques absolument majeurs. Et je pense que l'effet politique de cette littérature, ce n'est pas forcément volontaire, ce n'est pas du tout un complot, c'est juste des tendances structurelles du monde scientifique à produire ce genre de littérature. L'effet de ça, c'est que on n'a pas la discussion démocratique qu'il faudrait sur qui doit réduire quoi. C'est quoi le CO2 utile et le CO2 inutile? Malgré tous les progrès technologiques, il y aura encore énormément de CO2 dans l'économie en 2050 et même bien après. La question essentielle qu'on doit se poser, et dont il faut qu'on discute démocratiquement, c'est quoi le CO2 utile? C'est quoi le CO2 de luxe? C'est quoi le CO2 dont on pourrait vraiment se passer parce que c'est lié à des consommations qui ne sont pas nécessaires? Et puis c'est quoi le CO2 vital, légitime, j'ai envie de dire? Et ça, tant qu'on n'a pas une discussion là-dessus, et ce n'est pas des scientifiques qui vont régler cette question-là, c'est une discussion démocratique, c'est des décisions. Est-ce que ce phénomène aussi ne reflète pas une espèce d'absence de vision globale et systémique? Alors, en fait, la réponse est, je pense que là, il faut être un peu, comment dire, modéré, parce que les experts qui s'occupent de ces scénarios de neutralité carbone ont une vision systémique, c'est-à-dire ils regardent bien l'ensemble de l'économie. Le problème, c'est que
ils arrivent assez vite à des blocages. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas décarboner. Ils utilisent un euphémisme qui s'appelle hard to abate sector, des secteurs difficiles à décarboner. En fait, c'est des secteurs qui sont impossibles à décarboner ou quasi impossibles à décarboner. Le ciment, l'acier est très très difficile à décarboner. L'aviation, évidemment, c'est le plus connu. Le transport maritime, ça va être très compliqué. Le plastique, l'agriculture. On parle en fait de gros secteurs vraiment lourds, quoi, qui pèsent très lourd. Et donc, pour compenser la permanence du CO2 dans ces secteurs-là, ils sont obligés d'intégrer dans les modèles énormément d'émissions négatives, c'est-à-dire des technologies fantasmatiques, qui, dans un futur, après 2050 ou autour de 2050, seront capables de récupérer le CO2 de l'atmosphère, de le pomper du ciel et de l'enfouir sous le sol. Et donc, ce faisant, on nourrit encore une forme d'optimisme technologique, effectivement, qui est trompeur. Et c'est pour ça, c'est bien parce qu'on introduit autant c'est des sortes de, comment dire, c'est des chevilles, quoi, dans les modèles, c'est grossier. On est obligé les modèles introduisent ces chevilles-là. Résultat, les questions de décroissance n'ont pas encore été abordées sérieusement par les économistes. C'est-à-dire, vous discutez avec des économistes, y compris qui se sentent écologistes. Ils disent, oh non, c'est pas une question de décroissance. On voit bien, il y a des pays dont la croissance augmente et les émissions diminuent. Certes, c'est vrai, il y a du découplage, mais évidemment que nos émissions sont liées à la taille de nos économies. C'est absurde de ne pas le dire et de ne pas le poser comme ça. Et donc, les questions de décroissance sont relativement peu traitées, et même les questions d'équité. C'est-à-dire, vous prenez les scénarisations net zéro, toujours ces modèles qui sont censés nous guider, en fait, et nous expliquer ce qu'il faut faire. Dans ces modèles-là, il n'y a pas de transfert massif économique et d'émissions entre les pays riches et les pays pauvres. C'est des modèles qui projettent les inégalités contemporaines dans le futur. Donc, c'est des modèles très occidentalo-centrés. Voilà. Donc, effectivement, je crois qu'on n'a pas du tout eu... l'expertise n'a pas du tout été à la hauteur. Elle a nourri une confiance beaucoup trop importante vis-à-vis des technologies. Ce n'est pas normal que dans les rapports officiels, on parle autant d'hydrogène, d'avions à hydrogène, qu'on va pouvoir tout électrifier, etc. C'est pas sérieux. Il y a vraiment un gros problème dans ces rapports-là. Et je pense que de ce fait, on a une sorte de déresponsabilisation aussi de tout un chacun, puisqu'on imagine qu'il y a des grands experts qui sont en train de définir les solutions et qu'il y a des ingénieurs extraordinaires qui vont nous tirer d'affaire. Et ce n'est pas vrai, en fait. C'est très infantilisant. Vous avez d'ailleurs essayé de le mesurer, ce biais Alors effectivement, dans un article qui va sortir prochainement, je montre à quel point, quand on prend les 6 rapports du GIEC, du groupe 3 du GIEC, il faut bien préciser, il s'agit du groupe 3 du GIEC, ceux qui étudient les solutions face au changement climatique, de manière assez frappante. Dans le dernier rapport qui doit compter 2000 pages, il y a 2100 fois le mot innovation, il y a plus de 1000 fois le mot hydrogène, il y a 220 fois le mot sobriété et il y a une dizaine de fois le mot décroissance, simplement dans les notes de bas de page. Et on sent bien que ça ne les intéresse pas du tout. Pourtant, il est probable que la question de la sobriété soit beaucoup plus importante que la question de l'hydrogène pour la neutralité carbone d'ici 2050. Parce que d'ici 2050, l'hydrogène, on n'en a pas grand-chose à faire en vérité. Voilà, donc vraiment, il y a un biais fondamental. Et je ne pense pas que ce soit... Je pense que le groupe 3 du GIEC a eu un rôle là-dedans, évidemment. Mais de fait, ils font la synthèse de la littérature existante. Ça veut dire que c'est un biais beaucoup plus profond qui existe dans toute la littérature scientifique. Et c'est ce que je vous disais au départ. C'est normal, vous demandez à des ingénieurs et des scientifiques d'écrire des papiers là-dessus, ils vont vous parler de la frontière technologique. Puis il y a un autre facteur qui est plus problématique, c'est que depuis les années 1990, c'est très bien vu de faire de la recherche avec l'industrie privée, avec les entreprises. C'est ce qu'on appelait le développement durable dans les années 1990. Il faut que les entreprises co-construisent l'expertise et les solutions. Tout ça est très positif et donc c'est très bien de faire des partenariats public-privé. Et c'est évident qu'une bonne partie de la littérature sur les solutions, c'est de la littérature qui vient de l'expertise industrielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé à propos des émissions négatives et de la capture du carbone. C'est d'abord quelque chose qui a été poussé par l'industrie fossile et qui ensuite a été légitimé, justifié par le groupe 3 du GIEC. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Est-ce que finalement, ce n'est pas le mal de l'époque d'être incapable d'adopter une vision matérialiste et systémique parce qu'on a l'impression, évidemment, là on parle d'environnement, qui est votre expertise, mais on a l'impression qu'il y a les mêmes logiques ailleurs, en économie, dans les relations internationales, en politique, même parfois dans les sciences humaines. Oui, je pense que c'est pour ça que l'économie s'est cassé les dents sur la question du changement climatique. C'est une discipline qui s'était profondément dématérialisée.
qui se centrait sur les calculs de l'utilité individuelle. Au fond, la microéconomie, qu'est-ce qu'on apprend? Ce qui est important, c'est la valeur subjective que les individus attribuent à des biens. Et donc, ça permet de faire tout plein de mathématiques, d'utiliser des dérivés, tout ce que vous voulez. Et de ce fait, ils ont assez peu étudié effectivement la matérialité du monde. Et le problème du changement climatique, c'est que c'est quelque chose de purement matériel, quoi. Il s'agit bien de réduire les quantités matérielles. Et c'est vrai qu'il y a eu cette tendance à l'abstraction fait qu'on a parlé beaucoup trop légèrement de transition énergétique. Et ce que je dis sur les énergies qui s'empilent, c'est pas propre à l'énergie, en fait. C'est vrai pour toutes les matières premières. C'est-à-dire quand on parle très légèrement d'innovation comme solution au changement climatique, il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, malgré toutes les innovations qu'il y a eu, toutes les matières premières n'ont fait que croître. Par exemple, on est passé de 10 milliards de tonnes à 100 milliards de tonnes de matériaux consommés chaque année. Donc c'est une expansion massive. On consomme une variété plus grande de matières premières et chacune des matières premières est consommée en quantité croissante. On a quelques très rares exemples de matières premières dont la consommation diminue. Alors c'est la laine de mouton, qui évidemment a été mise en compétition avec les fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Et l'autre exemple qu'on a qui est plus intéressant, c'est l'amiante, puisque l'amiante a diminué parce qu'il y a eu des interdictions. Donc mine de rien, les interdictions, ça marche. Et désolé, vous allez croire que c'est mon obsession, mais c'est que je suis en train d'écrire un papier là-dessus. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, le mot « prohibition », interdiction, n'est présent que 3 fois, dont 2 fois pour dire « Ah, les interdictions, c'est pas populaire ». Oui, mais c'est sans doute pas populaire. En même temps, scientifiquement, si on veut vraiment réduire les émissions de CO2 sérieusement dans des secteurs dits difficiles à décarboner, genre l'aviation, bah oui, la question de l'interdiction doit se poser. Forcément, c'est pas sympathique, mais il faut qu'on en parle, au moins dans le monde scientifique. Après, que le monde politique se saisisse ou pas de cette littérature, ça sera un autre problème. Mais il faut vraiment que le monde scientifique joue son rôle, et je crois qu'il y a une responsabilité morale en fait de ces scientifiques qui sont censés nous guider en dehors du carbone à bien poser le problème. Puisque vous avez parlé d'innovation, vous montrez aussi dans vos travaux que l'histoire a eu tendance à confondre cette notion d'innovation avec celle de révolution matérielle. Est-ce que vous pouvez nous parler, je trouvais cet exemple assez intéressant, de l'histoire de la lumière? Alors, l'histoire, en général, les historiens des techniques et plus particulièrement les historiens de l'énergie ont tendance effectivement à se focaliser sur le nouveau à chaque époque. Et c'est un biais qu'on retrouve dans le monde contemporain. Vous ouvrez votre journal sur les pages technologie, on va vous parler de quoi? On va vous parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, des trucs high-tech, du nouveau. C'est normal, c'est excitant. Mais est-ce que finalement le monde matériel et le monde technologique n'est pas infiniment plus vaste? Et il se passe plein de choses dont on parle relativement peu. Il se pourrait qu'il y ait des choses très importantes dans des domaines dont on ne parle jamais. Par exemple, le monde agricole est en complète transformation depuis les années 1960-70. Il y a plein de progrès qui sont un peu passés inaperçus dans l'irrigation, dans les tracteurs, etc. Mais tout ça, on en parle relativement peu parce que ce n'est pas les technologies à la mode. Donc ça, je crois que c'est un biais profond, disons, de la fascination pour le nouveau. Et chez les historiens, ça se voit et ça transparaît dans le fait qu'on a, je ne sais pas, par exemple, plein d'articles scientifiques sur l'électricité en 1900. Est-ce que c'est si important que ça, l'électricité en 1900? Non, en 1900, les gens, ils s'éclairent avec des lampes à pétrole, massivement. Ou alors, on va vous parler, si on prend une période plus ancienne, on va vous parler du gaz d'éclairage comme une très grande révolution en 1820. En 1820, en 1820, il y avait très peu de gaz d'éclairage. Il n'y avait qu'à Paris qu'il y en avait un petit peu. Même plus tard, en fait, dans les années 1870, la moitié du gaz d'éclairage est consommé à Paris. Et à Paris, il y a 90 000 abonnés. Donc, en fait, c'est une technologie bourgeoise, concrètement, pour dire les choses simplement. Les gens s'éclairent avec des chandelles. Enfin, pas avec des chandelles, avec des bougies, en l'occurrence. Qui est une technologie très importante, la bougie. Une technologie nouvelle, une technologie de la révolution industrielle, justement qui remplace les chandelles. On arrive à extraire la partie dure des graisses, la stéaraïne, pour faire des bougies qui ne coulent pas, qui ne sentent pas mauvais, qui ne fument pas. Et c'est une vraie révolution, en fait, dans la production de lumière. C'est vraiment comme ça que les gens se sont éclairés au XIXe siècle. Voilà, donc cette focalisation sur le nouveau a tendance à finalement tordre notre compréhension du monde matériel, à croire qu'on vit tous à la frontière technologique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et même quand on vit à la frontière technologique dans les pays riches, on vit aussi avec toute la somme des technologies anciennes qui sont encore là. Et le problème, c'est que l'exemple de la lumière, il a eu une influence, et il est repris par exemple par William Nordhaus, un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le changement climatique, qui a une vision complètement aberrante des dynamiques technologiques. Ce qui pose quand même un problème. Il dit plein de bêtises, en fait, sur l'histoire des techniques, avec une idée commune, le pétrole a sauvé les baleines, parce qu'avant on utilisait
de l'huile d'éclairage produite à partir de la graisse de baleine, et puis on serait passé au pétrole. Et ça aurait sauvé les baleines. C'est complètement idiot pour une raison toute simple, c'est qu'on a tué 3 fois plus de baleines au XXe siècle grâce au pétrole qu'au XIXe siècle. C'est grâce à des navires plus performants, fonctionnant au diesel, qu'on est capable d'aller chercher les dernières baleines dans l'océan, au sud, dans l'hémisphère sud. Et de manière plus amusante encore, tragique pour les baleines, les dernières gouttes d'huile de baleine ont sans doute été utilisées dans les moteurs, dans l'aviation. Voilà. Parce que c'est un lubrifiant qui a des caractéristiques tout à fait particulières et qui était intéressante quand on a des écarts de température importants comme dans l'aviation et dans les boîtes à vitesse des voitures automatiques. Donc c'est vraiment le pétrole qui a vraiment poussé à la chasse à la baleine pendant longtemps, quoi. Vos exemples sont intéressants parce que on a tendance justement à découper l'histoire en phases. Ce serait l'âge du bois, puis l'âge du charbon, l'âge du pétrole. Est-ce que ce découpage vous semble pertinent? Alors, c'est un découpage qui est assez classique, effectivement, qui commence à exister à partir de la fin du XIXe siècle. C'est un découpage qui est évidemment complètement absurde, puisque, je ne sais pas, l'âge du bois, c'est quand? C'est au XVIIIe ou c'est maintenant? Maintenant, on consomme beaucoup plus de bois qu'au XVIIIe siècle. Et c'est grâce d'ailleurs au pétrole et au charbon. Cette façon de découper l'histoire en âge matériel, c'est une invention des industriels de la fin du XIXe siècle qui s'amusent à présenter leur technologie, que ce soit l'électricité, le gaz, tellement révolutionnaire que ça définit un nouvel âge. Mais ce qui est frappant, c'est que ce discours de promotion industrielle, donc c'est des journaux par exemple de Coal Age, de Steel Age, de Steam Age, ça c'est des titres de journaux professionnels de personnes qui veulent promouvoir un certain secteur, un certain nombre de technologies. En fait, cette vision promotionnelle industrielle a déteint sur l'écriture de l'histoire. Et ça, vraiment, on le voit bien, c'est à la fin du 19e, début 20e siècle qu'on commence à avoir des historiens, des philosophes qui reprennent ce découpage matérialiste de l'histoire, enfin qui est faussement matérialiste en fait, c'est un pseudo-matérialisme, c'est pas un matérialisme sérieux. Et c'est particulièrement présent chez un penseur qui a été vraiment influent en histoire des techniques, qui s'appelle Lewis Mumford, qui a écrit un livre en 1932 intitulé Techniques and Civilization, qui découpe le temps en âges centrés sur l'énergie. Vous avez l'âge éotechnique, c'était quand on utilisait les renouvelables, l'eau, l'hydraulique. L'âge paléotechnique, c'est l'âge du charbon. Et l'âge néotechnique, c'est l'électricité. Donc ça, c'est pas inintéressant, c'est que ça fait longtemps qu'on promet un âge de l'électricité quand même. Depuis en fait le début du XXe siècle, il y a tout un discours sur le futur sera entièrement électrique. Bon. Et donc ce Lewis Mumford, ce qui n'est pas non plus inintéressant, c'est que ce qu'il a en tête à son époque, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité va rendre caduc le charbon. L'hydroélectricité a vraiment nourri un immense espoir à cette époque, dans l'entre-deux-guerres, analogue à celui qu'on a maintenant avec les renouvelables, d'une technologie rédemptrice de l'industrialisation. C'est-à-dire il y a eu l'industrialisation sale, le charbon, la pollution, les mineurs, les ouvriers, les grèves, etc. Et puis il va y avoir une industrialisation plus immatérielle, en tout cas dématérialisée, propre, qui reposera sur l'eau. Alors, ce Lewis Mumford, c'est anecdotique, mais je trouve ça pas inintéressant, il s'avère qu'il est consultant pour une entreprise qui bétonne la rivière Columbia dans l'ouest des États-Unis, une entreprise d'hydroélectricité. Donc, il y a évidemment un aspect intéressé dans ce discours-là. Quand il parle de l'âge néotechnique qui va arriver, il dit des choses idiotes dont les experts savent qu'elles sont idiotes depuis quelque temps déjà. C'est-à-dire qu'il y a des calculs qui sont faits dès les années 1900 aux États-Unis qui montrent bien que la capacité totale de l'hydroélectricité aux États-Unis n'est pas si grande et correspond un peu à leur consommation de charbon en 1900. Mais tout le monde anticipe évidemment une croissance future et donc une consommation future. Les calculs sur l'Angleterre montrent très bien qu'avec l'hydroélectricité, on économise un peu de charbon, mais on ne remplace pas le charbon. C'est pas du tout à la hauteur, quoi. Et puis de fait, l'hydroélectricité, matériellement, quand elle croît, la consommation de charbon croît aussi parce qu'il y a un développement économique général, quoi. Voilà, donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point en fait, des formes assez anciennes de phasisme, de cette idée de bascule d'une énergie à une autre, s'ancrent dans des utopies anciennes. Cette utopie de l'électricité salvatrice est quelque chose vraiment de très ancien. Oui, mais est-ce que cette façon de découper l'histoire en phases, ça ne sert pas aussi une espèce d'idéologie? Est-ce que ça ne permet pas de faire croire qu'on a fait table rase du passé, qu'un autre monde tout neuf vient d'arriver, et que ça fait oublier finalement certaines réalités matérielles Bien sûr, de oui. l'histoire? Ouais. Alors, à chaque époque, ça peut avoir une fonction différente. Mais par exemple, dans les années 20, ça a une fonction anti-marxiste.
L'idée, c'est de dire, regardez, il y a tellement, d'ailleurs ils emploient le terme d'esclave énergétique, regardez, il y a tellement d'énergie dans le charbon, le pétrole et le gaz. En fait, 99,9% de l'énergie américaine, ce sont ces énergies-là, donc l'énergie humaine n'a plus d'importance. Or, toute la théorie marxiste est fondée sur la théorie de la valeur travail. Donc ça a une fonction, vous voyez, de délégitimer une branche de l'économie. D'une manière générale, fin 19e siècle, même au cours du 19e siècle, la focalisation du discours sur la machine à vapeur, la glorification de l'inventeur, de James Watt en particulier, ça permet de mettre au centre du discours du progrès qui est très influent à cette époque, l'inventeur, l'intellect, et de négliger les mineurs, les terrassiers, qui sont pourtant fondamentales, évidemment, dans le progrès technologique. Enfin, je veux dire, sans mineurs, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de vapeur, sans terrassier, il n'y a pas de chemin de fer. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, ça a eu des fonctions, effectivement... découper le temps a des fonctions idéologiques importantes. Et j'ai envie de dire, ce phasisme, chez les intellectuels, c'est toujours très pratique. De manière un peu simple, j'ai envie de dire, c'est souvent une manière de dire il faut absolument que vous achetiez mon livre. Le monde a entièrement changé, il faut entièrement tout repenser. Alors avec l'environnement, on a eu le droit à ça massivement en France dans les années 90, des philosophes qui vous disaient on vit dans une toute autre ère, et donc il faut absolument lire mes livres. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, si vous voulez, c'est normal. Bon, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça contamine notre compréhension du monde matériel. Il faut bien voir que ce sont simplement des dispositifs rhétoriques, ça n'a aucun rapport avec le monde matériel. Justement, c'est amusant cet exemple un peu marketing, je dirais, parce que vous montrez que plus largement, ce phasisme, façon de découper en phases, ça vient servir une logique promotionnelle des grandes entreprises énergétiques. Pourquoi? Alors, fin 19e siècle, je ne sais pas, si vous êtes un vendeur de gaz, c'est bien de dire on vit dans le gas age, dans l'âge du gaz, quoi. Voilà, c'est une manière aussi simple que ça. Mais EDF fait la même chose de nos jours, hein. Je veux dire, on a la même chose. Il y avait une pub d'EDF récemment, je regardais la fête de la musique. Vous savez, EDF a contribué à la création de cette montgolfière ils ont mis une sorte de vapeur éclairée, donc c'est une flamme sans carbone. Et elle dit, l'électrification ne fait que commencer. Donc voilà, on a une phase, on va avoir un âge électrique, quoi. On est encore complètement là-dedans, en fait. Je me souviens, il y a longtemps, EDF avait aussi un autre slogan qui était problématique, c'était le progrès... Il faut y croire pour le voir. C'est-à-dire, en fait, il y avait quasiment une sorte ça relève de la foi. C'est plus un discours rationnel. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il y a plein de progrès technologiques. C'est massif, le progrès technologique. Il est partout, dans plein de secteurs. C'est pas la question. C'est pas être anti ou... C'est pas ça la question. Mais c'est juste qu'il faut avoir un regard adulte, quoi, sur ces questions. Il faut poser les choses, quoi. Une publicité qui m'avait beaucoup impressionné, vous pourrez peut-être la passer, c'était une publicité pour Areva de 2011, qui était un film magnifique, fait en 3D, où il y avait vraiment cette histoire phasiste de l'énergie. On commençait dans l'Antiquité avec les navires à voile. Ensuite, on avait... au Moyen-Âge, le bois et l'hydraulique. Le 19e siècle, c'était l'Angleterre, le charbon. Le 20e siècle, le pétrole, la voiture, le cinéma, les États-Unis, les années 1950. Donc vraiment, et puis, ça a annoncé les années 2000 avec le nucléaire et les renouvelables. Donc vraiment, cette vision phasiste de l'histoire, elle est toujours très, très présente dans le discours commun, dans le discours promotionnel, et malheureusement aussi dans l'expertise. Jusqu'alors, comme vous dites, on n'a pas eu de transition, donc plutôt des additions, on met des couches, mais est-ce que s'il y a eu ce phénomène-là, c'est pas aussi parce qu'on n'a pas eu affaire, peut-être encore, à des pénuries très importantes et irréversibles? Quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines de nos ressources vont finir par s'épuiser et que, à ce moment-là, ça pourrait peut-être vraiment créer une transition? Alors, cette idée de la pénurie, de l'épuisement, est aussi un moteur essentiel du phasisme. C'est-à-dire les premiers à parler d'âge du charbon, ce sont souvent des gens qui ont lu le traité de Jevons, de Coal Question, sur l'épuisement du charbon, et disent après l'âge du charbon, on sera obligé de passer à autre chose, puisque c'est une ressource non renouvelable. Je pense qu'à long terme, la question pourrait se poser. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une question qu'il faut rejeter d'un revers de main. C'est important de penser les stocks à long terme. Le problème, c'est que la question du changement climatique arrive infiniment plus tôt que la question de l'épuisement des fossiles. Et c'est vrai que les progrès technologiques dans l'extraction pétrolière ont été absolument spectaculaires depuis la fin des années 1970. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à vraiment faire croître considérablement les réserves exploitables. C'est lié au choc pétrolier, c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup de R&D dans les entreprises pétrolières, et maintenant elles sont capables d'aller forer très profond, puis partir à l'horizontale sur des kilomètres pour
fracturer les roches et récupérer le pétrole. Cette révolution du pétrole de roche-mère, ce n'est pas une petite révolution. C'est vraiment une transformation profonde de l'économie du pétrole. Ça a eu lieu aux États-Unis, mais c'est duplicable. C'est-à-dire que ça commence déjà un petit peu en Russie, mais à terme, ça pourrait très bien avoir lieu au Moyen-Orient et partout en fait, où on a eu du pétrole conventionnel. Donc les stocks de pétrole sont encore très très importants et nous font largement sortir, si vous voulez, de nos objectifs climatiques. Et je ne parle même pas des stocks de charbon qui sont encore d'autres ordres de grandeur. Voilà. Donc j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, malheureusement, parce que autant si on avait eu des problèmes de réserve, je pense qu'effectivement, on se bougerait pour faire une vraie, enfin, je ne sais pas si c'est une transition, mais en tout cas pour réduire drastiquement les émissions. Malheureusement, les ressources sont là et la contrainte climatique va se porter beaucoup plus fortement bien avant que la contrainte des réserves. Et en plus, elle touche d'abord, si vous voulez, le monde pauvre, parce que le changement climatique, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait des canicules très désagréables à Paris, mais à terme, ça risque surtout de faire monter le prix des denrées alimentaires. Et c'est ça qui est vraiment grave, d'une certaine manière. Or, le prix des denrées alimentaires, c'est vital, c'est important pour les pays pauvres, et puis pour les pauvres dans les pays riches, quoi. Donc, alors que la question de l'épuisement des ressources, ça toucherait fortement les pays industriels. Vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes pays impactés. Par ailleurs, on a aussi souvent l'impression que l'omniprésence maintenant du numérique, ça pourrait nous faire économiser, diminuer l'usage de certaines ressources. On se dit par exemple, maintenant on imprime moins, donc ça économise du bois, etc., etc. Et comme pour beaucoup de technologies, en fait, on ne voit pas derrière les vastes infrastructures qu'il faut pour faire tourner tous ces nouveaux instruments, ces nouveaux outils. Ça demande beaucoup d'énergie. À quel point le numérique, et maintenant en plus avec l'intelligence artificielle qui est encore plus consommatrice, à quel point ça consomme tout ça? Alors, l'idée que grâce au numérique, on aura une forme de dématérialisation, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis les années 1970. C'était encore un phasisme, c'était l'âge de l'information. On va passer de la matière à l'information. Ça, c'était quelque chose de très à la mode dans les années 70-80. L'exemple est effectivement la question du papier. Alors, il s'avère qu'effectivement, le papier d'impression a diminué quand même, on peut le reconnaître. Par contre, le papier d'emballage a énormément cru. En partie grâce au numérique, puisqu'on peut tout commander maintenant grâce à une entreprise dont je tairai le nom, et ça arrive super empaqueté avec plein de cartons, et donc ça a fait complètement exploser la production de papier dans le monde de carton. Et d'ailleurs, la production de bois énergie est liée à l'emballage. Donc vous voyez, il y a plein, quand je parle de ces symbioses, c'est ça en fait. Plus vous avez de numérique, plus vous avez de ventes par correspondance, plus vous avez de carton, et donc plus vous avez de bois énergie, parce que l'industrie du papier utilise le bois énergie. C'est troublant, mais dans les pays riches, on consomme de plus en plus de bois énergie à cause de ce genre de phénomène. Bon. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. On a la même chose avec la photographie argentique. La photographie argentique était le premier consommateur d'argent de loin dans le monde dans les années 1990. Kodak était l'entreprise qui consommait le plus d'argent dans le monde. Les gens espéraient qu'avec l'arrivée du numérique, la consommation d'argent diminue. Eh bien non, parce que l'électronique s'est mise à consommer de plus en plus d'argent et c'est exactement les appareils qui nous permettent de prendre des photos maintenant qui sont les gros consommateurs d'argent. Alors c'est le numérique en général. Donc voilà, vraiment ces effets rebonds sont colossaux, majeurs, documentés. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de... Enfin, c'est fondamental. Alors on se focalise beaucoup sur l'intelligence artificielle de nos jours. C'est normal, c'est le dernier truc à la mode, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres de consommation des nouveaux data centers, c'est absolument effrayant. Je lisais qu'on voulait construire des nouveaux data centers en région parisienne. 1 gigawatt. Attendez, mais 1 gigawatt, c'est quasiment la production d'une centrale nucléaire. Donc on parle d'énormes usines, en fait, d'énormes machines, quoi. Donc c'est vrai que c'est très important. En même temps, quand on lit le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on découvre avec stupeur que la croissance de l'ancien est encore plus importante. C'est-à-dire, par exemple, la climatisation, qui va énormément croître dans les prochaines décennies, en partie à cause du changement climatique, évidemment, en partie grâce au développement du monde pauvre et dans les pays chauds, et maintenant dans les pays riches aussi, on va installer dans les pays du Nord, on va installer des climatiseurs. C'est bien supérieur à la croissance estimée de la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle. Donc c'est là où on voit qu'il y a une focalisation sur le nouveau. Même si c'est vrai que l'intelligence artificielle est un problème, quoi. C'est pas du tout pour dire que c'est pas important, mais c'est juste qu'il faut regarder l'ensemble des technologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, dans l'histoire, l'impact que les guerres ont pu avoir sur notre usage de l'énergie? Et j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe actuellement, parce que les conflits se multiplient, est-ce que ce qu'on vit aussi va avoir après des impacts énergétiques?
La thématique du lien entre guerre et environnement est un classique en histoire environnementale, à juste titre. Enfin, la relation est plus compliquée que ce qu'on pense. C'est-à-dire, effectivement, la guerre est une catastrophe environnementale. Enfin, je veux dire, d'un point de vue assez basique, les militaires sont enfin, pour détruire leur ennemi, détruisent d'abord leur environnement. D'un point de vue assez... Et ça, c'est assez classique dans la guerre. Les Russes ont fait exploser un barrage important en Ukraine il y a quelques années. On a eu ce genre de phénomène massivement déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. En Chine, les digues du fleuve Jaune ont été détruites pendant la guerre civile chinoise. Ça a fait des millions de morts. Donc c'est vraiment des destructions absolument épouvantables liées à la guerre. Il y a un autre aspect important, c'est que les technologies militaires ont des effets environnementaux intrinsèques. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que les militaires sont des experts pour tuer des humains, et ce faisant, nous ont appris à tuer le vivant en général. On a plein d'exemples de cela. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute les pesticides. Au départ, ça vient des gaz de combat. Ensuite, ça a été recyclé pour contrôler les insectes. Donc, si vous voulez, ce n'est pas très surprenant que les pesticides soient toxiques pour les humains, parce que c'était un peu le but au départ, quoi. On a la même chose pour la pêche, par exemple. La pêche a été entièrement révolutionnée au XXe siècle par des technologies militaires. Pensez au nylon, qui permet de faire des immenses filets. Le nylon, ça a d'abord servi à faire des parachutes pendant la guerre. Hein. C'est une grande invention de Dupont. Les sonars, pareil. Les sonars, ça sert d'abord à chasser des sous-marins, et puis ensuite, on les utilise pour chasser les poissons. Bon. Donc vraiment, on a plein d'exemples de cela, de technologies inventées pour la guerre qui ont des impacts environnementaux massifs. La plus importante, c'est sans doute les engrais. Le procédé Haber-Bosch qui permet de synthétiser de l'ammoniac à partir de l'azote atmosphérique. Donc ça, c'est sans doute, si vous voulez, une technologie centrale dans l'histoire de l'Anthropocène, dans l'histoire de la transformation, parce que ça connecte drastiquement les corps humains aux fossiles. Il faut beaucoup d'énergie fossile pour faire ces engrais-là, et ces engrais-là ont permis la croissance de l'agriculture, la croissance des rendements et donc la croissance démographique. Donc là, il y a vraiment un nœud central qui s'est joué. Alors, tous ces arguments, ils sont parfaitement recevables. En même temps, on pourrait faire l'objection suivante, c'est que, est-ce que dans tous les cas, on n'aurait pas inventé ces dispositifs-là? Ce que je veux dire par là, c'est que la synthèse de l'ammoniac, c'était quelque chose qui était déjà recherché avant même Haber-Bosch. Parce que oui, j'ai oublié de dire, en fait, ça sert à faire des explosifs au départ. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est parce que en fait, les Allemands sont privés de leurs ressources en explosifs, et donc ils sont obligés, enfin il y a des progrès liés à ça. Mais est-ce qu'à terme, on n'aurait pas aussi inventé ça? Voilà, donc je crois qu'il faut bien comprendre effectivement les liens très profonds, et en même temps relativiser la centralité de la guerre. La guerre est un accélérateur de l'histoire. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Après, localement, il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la consommation de bois. Il y a tout un blabla dans l'historiographie sur la guerre qui est une catastrophe pour les forêts, pour la consommation de bois, etc. En vérité, pendant la Seconde Guerre mondiale, la consommation de bois diminue, et assez considérablement. Tout simplement parce que l'économie civile, en temps de paix, consomme plein de choses aussi, plein de bois. Et quand elle fonctionne bien, on construit plus de maisons, donc on consomme plus de bois, etc. Donc voilà, les relations sont en fait plus compliquées. Un argument important pour dire que la guerre est, dans tous les cas, la guerre est une horreur absolue, dans tous les cas. Mais pour l'environnement, c'est qu'en fait, quand on détruit, après, on reconstruit. Et quand on voit les courbes d'émissions de CO2, on voit que ça s'accélère dans les années, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. C'est lié à la fois au transfert technologique de technologie militaire vers le civil, mais c'est aussi lié tout simplement à la reconstruction. Toutes ces maisons détruites, il faut bien les reconstruire, et donc plus de ciment, plus d'acier, etc., etc. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle les troubles socio-économiques sont la résultante d'un décalage énergétique? Autrement dit, une nouvelle technologie est introduite et puis ça dérègle tout. Alors, je suis assez sceptique des explications excessivement matérialistes qui essayent vraiment de plaquer comme ça une histoire de l'énergie qui est souvent un peu d'ailleurs mal comprise. On pense justement qu'il y a des grands basculements énergétiques et donc on va avoir des grands basculements sociaux. En fait, non, l'histoire de l'énergie est beaucoup plus continuiste que ce qu'on croit. D'une manière générale, j'ai envie de dire, les troubles sont plutôt liés à un manque d'énergie. Ça, on pourrait par contre, je pense, le montrer. Je ne suis pas expert de ça, mais d'un point de vue assez basique, la Révolution française, au départ, c'est quand même une émeute frumentaire, quoi. C'est un manque de récolte, de grains, et ça fait peser, évidemment... ça transforme profondément les affects politiques, et puis ça endette la monarchie à terme. Ça, c'est plutôt la guerre. Mais voilà, donc j'aurais tendance à être un peu précautionneux là-dessus. Par contre, c'est sûr, je pense que l'abondance énergétique
permet de réduire, mine de rien, le conflit social. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi penser quand on parle de nos scénarios net zéro, quoi. Bah, comme on approche du centenaire, moi, je pensais que, à un point, la crise de 29, parce que dans les années 30, il y a certains économistes qui ont considéré que cette crise-là était, en tout cas, pouvait être vue comme le signe d'une transition énergétique ratée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors ça, effectivement, ça m'avait intéressé, c'est le discours en fait, des économistes, de certains économistes des années 30 qui expliquent que la crise de 29, au fond, c'est la conséquence de l'électrification. Qui a rendu obsolète le muscle humain, et donc ça a produit du chômage. Du chômage, c'est moins de pouvoir d'achat, c'est moins de commandes, c'est toute l'économie qui part à volo. Sincèrement, je n'ai pas testé vraiment cette expression. Ce qui m'intéressait, c'était qu'elle s'inscrivait dans le phasisme dont je vous ai parlé, quoi, avec cette idée d'un âge électrique qui est en train d'absolument tout transformer. Cette période-là est intéressante aussi parce qu'on a pas mal de groupes sociaux, aux États-Unis en particulier, qui poussent à une interprétation extrêmement énergétique de l'économie, radicalement énergétique, avec cette idée qu'il faut refonder l'économie sur les données énergétiques. Il faut faire une monnaie énergétique, ce qu'on appelle les technocrates, c'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent, hein, les technocrates américains, technocracy, qui expliquent qu'il va falloir refonder l'économie sur l'énergie. Donc les biens leur valeur sera indexée sur l'énergie. L'avantage de ça, c'est qu'on sait combien d'énergie on met dans l'économie. Et donc, on peut doser la production monétaire en fonction de cette énergie-là pour éviter d'avoir des problèmes de surproduction. L'idée, c'est de piloter finement l'économie à travers l'énergie. Ces technocrates américains avaient des idées pas inintéressantes. Donc, il y avait cette idée de monnaie énergétique. Cette monnaie énergétique, elle était fongible. C'est-à-dire, on ne pouvait pas l'accumuler. Ça vous obligeait à consommer ce à quoi vous aviez droit. Donc, ça réduisait drastiquement les inégalités sociales, quand même. Donc, l'idée, c'est de piloter l'économie grâce à l'énergie. Et il y avait l'idée d'un salaire minimum énergétique qui correspondait à 16 heures de travail, ce qui permettait d'éviter le gâchis, parce que leur grande inquiétude, c'était l'épuisement des ressources énergétiques. Et pour les technocrates américains, il était central de préserver absolument le stock national de charbon et de pétrole, qui était vraiment un bien fondamental. Ils sont tellement obsédés par l'énergie que l'une de leurs propositions, c'est d'annexer le Canada, parce que c'est un peu absurde quand on y réfléchit. Le Canada, c'est plein de ressources hydroélectriques qui sont gâchées puisqu'il n'y a pas beaucoup d'industrie. Si on arrive à exploiter toute cette hydroélectricité pour alimenter l'industrie américaine, là, ça permet d'économiser le charbon. Petite anecdote, un des technocrates importants des années 1930, 50 plutôt, excusez-moi, c'était le grand-père d'Elon Musk. Vous voyez, comme quoi il y a des fois des idées peut-être qui passent, qui sautent des générations. Mais alors, du coup, aujourd'hui, qui a le contrôle sur les ressources et qui devrait l'avoir? Je pense que c'est une question extrêmement compliquée. Il faut se méfier des choses simplistes, c'est les grandes entreprises ou c'est certains pays. Alors, il est sûr que certains pays ont de fait énormément de ressources. Et je pense que pour le pétrole, par exemple, l'enjeu clé, ce sont des pays qui contrôlent manifestement les ressources. C'est l'Arabie Saoudite avec la compagnie Aramco, ce sont des compagnies nationales. Gazprom en Russie est une compagnie très liée au pouvoir russe. Sinopec en Chine est une compagnie nationale. Donc je pense que les nations, sur certaines ressources, ont un rôle extrêmement important. Après, il y a un risque à une sorte de néo-mercantilisme où on pense que si vous voulez, le contrôle des ressources est absolument clé. Il faut comprendre toute la géostratégie à partir de cette question-là. Je pense que ça pose un certain nombre de problèmes historiques et intellectuels. Je vous donne un exemple. Dans les années, donc en 2002, pendant la guerre du Golfe, à droite comme à gauche, on disait ah oui, c'est une guerre en fait pour le pétrole. C'est-à-dire les gens de gauche, c'était pour critiquer la guerre en Irak en disant c'est un truc impérialiste, c'est pour le pétrole. Et à droite, on disait il y aura à droite, certains promoteurs américains néoconservateurs disaient il y aura un beau marché quand même, ça va être formidable pour les entreprises pétrolières. Et en fait, cette interprétation, quand on y réfléchit un petit peu, ne tient pas du tout. Mais alors pas du tout. Pour une raison assez simple, c'est que si vraiment l'enjeu c'était de produire plus de pétrole, c'était très simple. Il aurait suffi que le gouvernement américain lève l'embargo auquel il avait soumis l'Irak en fait. Et l'Irak aurait été prêt à accueillir des entreprises américaines pour extraire son pétrole national, comme on le fait dans tous les pays en général. Bon. Donc vraiment, il est probable que la guerre du Golfe, surtout la seconde guerre du Golfe, réponde à des buts essentiellement idéologiques des néoconservateurs américains qui étaient persuadés qu'ils allaient répandre la démocratie au Moyen-Orient. Il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire vraiment, ce qui nous paraît maintenant complètement idiot, c'était peut-être vraiment ça le projet. Il ne faut pas chercher, si vous voulez, une sorte de complot sous-jacent, le pétrole qui serait au cœur de tout. Voilà. Donc vraiment, le pétrole, d'une certaine manière, c'est une matière première
comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vendeurs de pétrole, énormément d'acheteurs de pétrole. C'est un marché relativement liquide. Penser que c'est vraiment la matière, l'alpha et l'oméga de toute la géostratégie est très, très problématique. Et ça, je pense que cette obsession sur une vision de la géopolitique centrée sur les ressources, elle s'explique facilement parce que c'est un discours qui plaît à droite comme à gauche depuis le début du XXe siècle. À droite, la justification de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle reposait sur cette vision très matérialiste, ressourciste de l'économie. Si on fait la guerre à tel endroit ou si on veut coloniser tel endroit, c'est parce qu'on a absolument besoin de telle ou telle ressource. Et puis à gauche, la critique de l'impérialisme permettait de dire « Ah oui, la mission civilisatrice, c'est du flanc. En fait, ils veulent des ressources. » En fait, je pense que dans les deux cas, c'est faux. Et pas mal d'impérialisme et de colonisation s'expliquent plutôt par des projets politiques essentiellement, et pas par des projets économiques. Si on prend le cas de la France et de l'Algérie, sur lequel je me suis un petit peu penché récemment, en fait, la colonisation de l'Algérie par la France ne s'explique absolument pas par des ressources matérielles stratégiques. La France importe très très peu de matière d'Algérie au XIXe siècle. De manière assez surprenante, en 1870, la France importe davantage d'Argentine que d'Algérie. Pourtant, l'Argentine, c'est loin, c'est pas sous domination française. L'Algérie, c'est tout près, c'est sous domination française. À part un minerai de fer de très bonne qualité qui se trouve en Algérie, il y a assez peu de choses vraiment stratégiques qui sont importées d'Algérie. Ça n'empêche pas que la colonisation de l'Algérie par les Français a été une catastrophe environnementale absolue, pour les raisons que je mentionnais au départ. C'est-à-dire pour soumettre les Algériens, les troupes françaises du milieu du XIXe siècle ont systématiquement ciblé l'environnement des Algériens. Et on a des textes assez effrayants en disant des soldats qui expliquent bah oui, on coupe systématiquement les vergers, on enlève le bétail, hein, on détruit les récoltes, et ça a eu des conséquences démographiques importantes sur la population algérienne. C'est pour ça que probablement que la population algérienne au début du XXe siècle n'a pas augmenté par rapport à 1830. Et donc ça a vraiment eu des conséquences graves. Il y a aussi une idée selon laquelle certaines formes d'énergie nécessiteraient une gestion politique particulière. Par exemple, pour l'électricité, on entend parfois qu'il faudrait un État un peu de type socialiste pour faire un monopole, enfin le contraire de ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui marche pas très bien. Pour le nucléaire, il faudrait un État technocratique extrêmement fort, hein, comme on a pu avoir dans les années 70 chez nous. Est-ce que ça a du sens comme ça de lier le système politique et l'énergie? Alors, pareil, question compliquée. Moi, je peux vous répondre un peu en historien. Alors, sur l'électricité, quand l'électricité commence à faire parler d'elle à la fin du XIXe siècle, chaque parti politique explique à quel point, si on suit leurs préceptes politiques, ça va être génial pour l'électricité. Ceci étant, ils disent ça pour tout, hein, remarquez. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est amusant, c'est qu'à la fois les socialistes disent si on veut vraiment qu'il y ait l'électricité, il faut faire ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, la compétition ne marche pas, c'est un réseau, donc il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut organiser ça, donc on a besoin de socialiser le réseau électrique. En Angleterre, c'est ce qu'on appelle gas and water socialism, parce que d'abord, c'était les réseaux de gaz et d'eau qui étaient municipalisés. Bon. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui existe. Après, les capitalistes disent ce qui est génial avec l'électricité, c'est qu'on va pouvoir sortir des grosses villes, des grosses agglomérations où il y a plein d'ouvriers remuants. On va pouvoir produire à la campagne grâce à l'hydroélectricité, ce qui va nous permettre de nous émanciper des syndicats et on va pouvoir retourner au bon vieux paternalisme d'antan, quoi. Donc chacun voit un peu, si vous voulez, midi à sa porte. Après, de ce que je comprends, mais une fois encore, je ne suis pas expert, c'est vrai que le marché, la libéralisation du marché de l'électricité a posé plein de problèmes pour le système électrique français. Une fois encore, je pense que c'est des questions compliquées, je n'ai pas envie non plus de trop m'avancer, mais la tarification au coût marginal fait qu'on a des prix qui varient énormément, ça pose plein de problèmes, et je crois qu'il faut écouter les experts qui vous parlent de ça et poser les choses simplement. Après, ça permet aussi d'exporter, de créer un marché européen de l'électricité, donc c'est aussi des avantages, mais pour le producteur, c'est compliqué, surtout quand on fait du nucléaire. Pour le nucléaire, c'est clair que sans État, il n'y a pas de nucléaire. Alors là, c'est parfaitement clair. Enfin, je veux dire, en fait, tout simplement parce que les investisseurs privés ne veulent pas aller dans le nucléaire. C'est trop compliqué. Imaginez si c'est des banques privées qui avaient financé largement Flamanville, ce serait très compliqué pour elles parce que le chantier a pris beaucoup plus de temps, il a coûté beaucoup plus cher, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une affinité effectivement plus structurelle avec les panneaux solaires et le capitalisme. C'est beaucoup plus simple. Ça peut être des investissements beaucoup plus petits, segmentés. Voilà. Donc c'est sûr que là pour le coup, le rapport RTE, réseau et transport d'électricité passionnant de 2023, si je me souviens bien, qui chiffrait le coût d'un truc tout nucléaire
d'un scénario mi-nucléaire, mi-renouvelable, puis d'un scénario entièrement renouvelable. Alors, il faisait plein de calculs compliqués, puis il disait, en fait, ce qui est vraiment clé, c'est le coût du financement. C'est-à-dire, si le nucléaire devait se financer sur le marché, d'un coup, le nucléaire coûterait extrêmement cher parce qu'assez peu de banques seraient prêtes à mettre les minières qu'il faut. Alors, plus dans votre domaine de l'histoire, à quel point l'énergie a-t-elle joué un rôle dans le développement des sociétés et des avancées sociales? Est-ce que l'histoire humaine est déterminée par l'histoire de l'énergie? Évidemment que l'énergie joue un rôle central dans l'économie et la croissance économique. Enfin, je veux dire, c'est absolument clé. Et que si la société du XXe siècle est aussi différente de la société du début du XIXe siècle, c'est en grande partie à cause et grâce aux fossiles. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident. Donc imaginez qu'on aurait eu... Enfin, ça, c'est quelque chose que les historiens aiment bien, les contrefactuels. Jusqu'à quel moment on aurait pu imaginer une croissance économique similaire à celle qu'on a connue, sans le charbon. Et alors, pour le cas de l'Angleterre, des papiers faits par des économistes, économétriciens qui essaient un peu de quantifier les choses sérieusement, ils disent à partir de 1860, c'est strictement impossible. C'est-à-dire, c'est juste qu'il n'y a pas du tout les ressources. On sort largement de ce qui était possible avec une économie organique. Bon, certains disent que c'est même plus tôt. Si on entend par développement des sociétés le développement économique, c'est évident que l'énergie joue un rôle absolument central là-dedans, quoi. Après, depuis longtemps, la croissance économique est découplée de la croissance énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir atteindre net zéro, etc. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est qu'il y a du progrès technologique. Donc les machines sont de plus en plus efficaces. Et en fait, ce découplage, qui fait beaucoup couler d'encre, évidemment qu'il existe, et il est très ancien. Depuis la fin du 19e siècle, en fait, en Angleterre, l'intensité carbone de l'économie diminue. On a besoin d'émettre moins de CO2 pour faire $1 de PNB, quoi, ou livre de PNB. C'est lié, par exemple, à l'électrification. Enfin, je veux dire, l'électricité, contrairement à ce que dit EDF, c'est pas du tout nouveau. Ça fait pas du tout que commencer. Ça fait depuis plus d'un siècle qu'on s'électrifie, et ça a eu des effets colossaux sur l'efficacité de l'économie. Entre une machine à vapeur et un moteur électrique, on divise par 10 l'intensité carbone de la force industrielle. Donc, vous voyez, des énormes révolutions technologiques, il y en a déjà eu, et de nos jours, quand on remplace une centrale à gaz par des panneaux solaires, on divise par 10 l'intensité carbone de l'électricité. C'est pour ça que, dire que la transition n'aura pas lieu, etc., c'est pas du tout un argument technophobe, c'est juste prendre en compte, au contraire, les énormes progrès qu'il y a déjà eu. Si vous prenez la littérature technique du XXe siècle, c'est bourré d'articles et de publicités pour des dispositifs qui permettent d'économiser l'énergie. La plupart des industriels n'arrêtent pas d'essayer de vendre à d'autres industriels des machins, des roulements à billes, des dispositifs qui font qu'on consomme moins de charbon, moins de pétrole, ou moins d'électricité. Donc vraiment, cette idée que de dire oui, maintenant c'est très différent parce qu'on veut faire la transition, hein, c'est d'une très très grande naïveté. Et c'est oblitérer le fait que, certes, les industriels du XXe siècle ne voulaient pas faire la transition, mais par contre, ils voulaient économiser de l'énergie. Et ça, c'est vraiment structuré. Les dernières crises qu'on a vécues, le Covid, les différentes guerres, nous ont fait aussi réaliser la dangerosité de notre dépendance énergétique. Ça, on l'a bien vu avec l'histoire du gaz en 2022-2023. Est-ce que c'est possible, parce que parfois on lit ça, d'arriver un jour à une autonomie énergétique de la France? Non, ça c'est vraiment, ça fait partie du blabla, la souveraineté énergétique que la France n'a jamais vraiment eu en fait, hein, au moins depuis, je dirais depuis les années 1800 à peu près, où elle se met à importer beaucoup de charbon de Belgique d'abord, d'Angleterre. Donc non, l'idée de souveraineté énergétique est une vaste illusion, et les renouvelables et le nucléaire ne changent pas grand-chose à cette affaire. Alors ça augmente quand même la souveraineté énergétique. C'est-à-dire c'est pas la souveraineté en tant que telle, ça permet d'encaisser les crises plus facilement, c'est sûr. Mais par contre, cette idée qu'on va pouvoir avoir vraiment une souveraineté totale sur notre énergie, non. Tout simplement parce que pour faire des renouvelables, on a besoin de plein de métaux qu'on n'a pas en France. Pour faire du nucléaire, c'est la même chose. Maintenant, c'est sûr que le pétrole et le gaz nous placent dans des dépendances plus fortes. Parce que là, c'est chaque année, il faut importer des quantités gigantesques de matières, et des matières qu'on importe de pays dont on n'a pas forcément envie de dépendre. Voilà. Après, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné sur l'affaire du gaz pendant la guerre en Ukraine, c'est quand même la capacité industrielle à aller chercher du gaz à l'autre bout de la planète, le liquéfier et l'utiliser en Europe. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que vraiment un des fils rouges de cette histoire des gazoducs, depuis la fin des années 1960, c'est justement la danger de la mise en dépendance de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis de l'URSS. Et ça, dans les archives, dès 1962, les stratèges américains disent «
avec les Russes, vous pouvez importer du pétrole, par contre pas de gaz. Parce que le gaz, ça passe dans des gazoducs, alors que le pétrole, c'est un marché international beaucoup plus liquide. Et malgré, donc c'est vrai que pour le coup, même, surtout pour l'Allemagne, quoi, ça a vraiment été très, très, très grave, la capacité d'aller vraiment transformer le gaz en liquide, en fait, est quelque chose, moi, qui m'a vraiment frappé et je trouve très inquiétant, quoi. C'est-à-dire on est capable quand même d'aller chercher les dernières cochonneries de l'autre bout de la planète pour alimenter notre système économique, quoi. Alors, avec la croissance économique, on a eu une augmentation du capital et donc une accumulation physique d'objets, de bâtiments, de machines. Mais ce capital, une fois qu'il est en place, est-ce qu'il continue pas de consommer de l'énergie, des ressources, tout simplement pour fonctionner, en tout cas pour pas se détruire? Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux qui veut que plus on crée du capital, et plus le capital il va coûter de Bien sûr, l'énergie? ouais. Ça, c'est un point important quand on réfléchit aux grandes infrastructures, aux routes en particulier. Les routes, c'est pas simplement le ciment qu'on investit à un moment donné pour fabriquer la route, qui déjà, lui, est fortement émetteur de CO2. C'est tous les flux de matière qu'il va falloir pour maintenir les routes. Une statistique qui m'avait surprise, selon les chiffres de l'ADEME, 30% du ciment qu'on utilise actuellement en France, ça sert à maintenir les routes. Pourtant, vous voyez, enfin, on construit pas de nouvelles routes, alors on les améliore aussi, hein, c'est maintenance, amélioration, mais c'est des énormes flux de matière, du sable aussi. Ça, une autre statistique qui, je trouve assez frappante, on consomme chaque année 50 milliards de tonnes de sable, principalement pour faire des routes, enfin, une bonne moitié largement pour faire des routes, et on consomme seulement 5 milliards de tonnes de pétrole. C'est bizarre, non? C'est-à-dire les infrastructures routières consomment plus de matière que le pétrole qu'on met dans nos moteurs. Et donc ça montre bien aussi tout le blabla autour de la transition vers la voiture électrique. Alors certes, ça permet de réduire la consommation de pétrole, mais il y aura besoin de routes, donc il y aura besoin de tous ces flux de matière. C'est pour ça que la voiture électrique, même si c'est mieux que la voiture thermique, c'est pas du tout écolo, quoi. Il faut vraiment le préciser. Il y a un sujet dont on a parlé aussi tout à l'heure, le nucléaire. On voit qu'aujourd'hui la production nucléaire d'électricité représente à peu près 10 à 15% de l'électricité totale dans le monde. Pourquoi est-ce que ça plafonne à ce point, alors que c'est une énergie qui fait l'objet d'un très grand enthousiasme chez les malthusiens de l'atome, comme vous les appelez, mais aussi plus largement chez les experts, chez les gens qui cherchent des solutions technologiques, chez les ingénieurs, etc., etc. Alors, effectivement, l'énergie nucléaire, il faudrait vérifier précisément, est sans doute une des rares énergies qui a diminué en vérité depuis au moins les années 90-2000. Il faudra vérifier les chiffres exactement. Ça va sans doute remonter parce qu'en Chine, il y a un gros investissement dans le nucléaire. La raison principale pourquoi ça plafonne, c'est que c'est très compliqué à construire. C'est pas plus, enfin, il n'y a pas d'explication plus simple, hein. Enfin, je veux dire, ça coûte cher, c'est compliqué. Il y a assez peu d'entreprises qui sont capables de faire des centrales atomiques. Il y en a 5 à peu près dans le monde qui sont capables de construire des centrales atomiques. En plus, il faut des réseaux électriques déjà très développés pour pouvoir absorber comme ça des productions de plus d'1 gigawatt. Donc c'est limité finalement au monde riche, ou des pays comme la Chine, etc. Donc voilà, Et pourquoi ça a aussi bien marché en France? Alors ça, c'est parce qu'on a vraiment fait un choix politique d'investir massivement. Alors pourquoi ça s'est bien marché en France? C'est aussi parce que les Français ont copié un modèle américain de Westinghouse. Ça c'est frappant parce que souvent on présente le nucléaire comme la technologie française, etc. Il s'avère que les ingénieurs français ont copié vraiment boulon par boulon le modèle de Westinghouse. Et donc ça a marché parce qu'on a pris un truc qui marchait déjà aux États-Unis, quoi. Et donc on avait ça sur plan et c'était relativement duplicable, quoi. Le coût des centrales a commencé à diverger quand les ingénieurs français, EDF, a voulu faire des centrales plus puissantes, un peu différentes, etc. Donc la chose marchait relativement bien et ça s'est plutôt dégradé, effectivement, en termes de coûts économiques. Puis après, on a aussi voulu faire des centrales beaucoup plus sûres, quoi. Mais donc vraiment, principalement, pourquoi le nucléaire ne se développe pas, c'est des raisons économiques. C'est pas du tout, si vous voulez, un complot ou quoi que ce soit. Et quand on regarde les investissements, c'est juste que à l'échelle mondiale, on investit 1700 milliards dans les renouvelables, 1000 milliards dans les fossiles, et je pense que le nucléaire, ça doit être autour de 100 milliards. Donc c'est juste que les ordres de grandeur sont vraiment... maintenant, c'est les renouvelables qui absorbent l'essentiel, quoi. Vous en pensez quoi justement de ces renouvelables? Est-ce qu'il faudra en faire plus, en faire moins? Alors, ça dépend des pays, tout ça est compliqué, mais en gros, c'est une des rares bonnes nouvelles sur le front du climat, c'est le fait que le solaire coûte de moins en moins cher. C'est pour cette raison, quasiment que pour cette raison,
que les émissions de CO2, on espère, en Chine, vont plafonner dans les années qui viennent, parce que ça va permettre de faire tourner moins longtemps les centrales à charbon. Voilà. Mais il faut relativiser une fois encore la révolution que ça représente. Et on peut très bien imaginer un énorme développement du solaire avec des capacités fossiles qui restent importantes. Et les deux peuvent croître ensemble. Dans l'ouest de la Chine, on a des immenses parcs photovoltaïques qui sont installés, avec aussi des éoliennes. On appelle ça des bases énergétiques nouvelles. Sauf que l'électricité, elle est vendue 2000 km à l'est. Et donc, ce qui coûte cher, c'est pas tant installer les panneaux solaires, c'est le réseau. Et pour rentabiliser l'investissement qui est consenti dans le réseau, eh ben les Chinois construisent aussi des centrales thermiques qui brûlent du charbon de surface bon marché pour vendre de l'électricité la nuit ou quand les éoliennes ne tournent pas, quoi. Donc on peut très bien avoir l'expansion des deux. Ou dans le monde pauvre, on a un développement du solaire dans ce qu'on appelle des microgrids, mais en fait on a aussi un développement des générateurs diesel. C'est en fait un mélange des deux qui se développe. C'est pas, une fois encore, une substitution, quoi. Les deux peuvent très bien croître ensemble. Mais on voit que, bon, en tout cas, quelle que soit l'origine, notre besoin en énergie, lui, il semble croître exponentiellement, année après année. On voit on a parlé aussi que l'extraction des ressources est de plus en plus énergivore et coûteuse, comptable dans un stock fini. Dans le même temps, face aux problèmes environnementaux, on voit que les lobbies ont aussi martelé et finalement réussi à imposer, parce que c'est plutôt quand même au final vers ça qu'on va, hein, vers une idée d'adaptation, un narratif, voilà, bah, c'est facile, préparez-vous à une planète à plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 degrés, hein, peu importe. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un effondrement dans ces conditions? Alors, je voulais quand même revenir sur une chose que vous avez dite sur la demande exponentielle d'énergie. On n'est plus dans cette demande exponentielle, c'est-à-dire ça c'était lié à la croissance économique et démographique. En outre, avec l'électrification, normalement, on devrait faire diminuer la consommation d'énergie primaire. Parce que ça renvoie à ce que je vous ai dit à propos des machines à vapeur et le moteur électrique. C'est 10 fois plus efficace un moteur électrique qu'une machine à vapeur. Et donc, si on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on diminue en fait la consommation d'énergie primaire parce que le moteur électrique a des rendements bien meilleurs. Bon, je voulais juste... ça n'empêche pas que cette question de neutralité carbone est très, très, très difficile à atteindre, voire impossible. C'est un autre problème, hein. Alors, votre question, c'était... D'abord, avant de parler de l'effondrement, je voudrais revenir sur l'adaptation. Quelque chose qui m'a frappé dans mes recherches historiques, c'est de voir à quel point, très tôt, la question de l'adaptation a été pensée comme centrale. Dès 1976, il y a un rapport, un colloque aux États-Unis, qui s'appelle « Living with Climate Change », 1976. Donc il faut vivre avec le changement climatique. Dans ce rapport, il est question de la rétractation des sols argileux. À cause de la sécheresse, les sols argileux se rétractent et ça fragilise la fondation des maisons. Donc dès 1976, en fait, on a une excellente expertise sur... oui, ils anticipent très très bien. Alors, il y a des choses qu'ils anticipent assez mal, hein. Les incendies, ils n'en parlent pas, etc. Bon, mais quand même, c'est-à-dire que dès 1976, en fait, pour les Américains, pour les experts américains, la messe est dite, le changement climatique aura lieu. En 1982, un rapport important de l'Académie américaine des sciences, la National Academy of Science, son titre, c'est « Changing Climate ». Le climat qui change. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire face au changement climatique, est-ce qu'on va arrêter le changement climatique. En 1983, un rapport de l'Agence de la protection environnementale américaine, l'EPA, le titre c'est « Can we delay global warming ?» Est-ce qu'on peut ralentir le changement climatique? Donc, il n'y a pas cette idée qu'on va arrêter le changement climatique. C'est lié à des modélisations du système énergétique global qui montrent que la croissance de la consommation énergétique et des émissions de CO2 va énormément perdurer jusque loin dans le XXIe siècle. Donc vraiment, il n'y a pas du tout cette idée de transition énergétique à ce moment-là, ou alors c'est du blabla pour les COP, quoi. C'est du blabla à Rio, en 92, mais au fond, ils savent très bien que la question clé, c'est l'adaptation. Un autre document que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est en 1989, Margaret Thatcher, en Angleterre, convoque ses ministres en disant bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire face au changement climatique? Et les ministres, les uns après les autres, disent en fait, tu sais, on ne peut pas faire grand-chose. Le ministre des Transports dit on pourrait augmenter les transports en commun, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y aura du report modal? Est-ce qu'on est sûr que les gens abandonneront la voiture pour prendre les bus? Pas dit, on pourrait très bien avoir les deux qui croissent. Et puis, il dit finalement la seule chose qu'on pourrait faire de sérieux serait taxer drastiquement le pétrole. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez envie de faire ça, Madame la Première ministre. Le ministre de l'Énergie dit
Alors, vous savez, pour l'instant, l'Angleterre, c'est 2% des émissions. Dans 10-15 ans, on sera plus qu'à 1%. Sincèrement, ça sert à rien de... Vous voyez, c'est pas chez nous que ça se joue, quoi. Donc ça sert à rien de se tirer une balle dans le pied économiquement. Donc ça, vraiment, je veux insister là-dessus parce que je pense qu'il y a un récit trop gratifiant qui consiste à dire qu'on a essayé de faire la transition, on n'y arrive pas, mais vraiment, on a essayé, donc il va falloir s'adapter. C'est un récit trop sympathique pour nous-mêmes. La vérité, c'est que dès les années 70 aux États-Unis, dès les années 80 en Europe, on a très bien conscience qu'il n'y aura pas de transition, que les émissions vont croître, que le changement climatique aura lieu, mais que pour les pays riches, ils sauront s'adapter. Et vraiment, cette confiance dans l'adaptation, de la part des pays riches, à mon avis, joue un rôle clé pour comprendre l'inaction climatique. Ce n'est pas une question de climato-scepticisme. Margaret Thatcher, en 89, n'est pas du tout climato-sceptique. Le gouvernement américain, dans les années 80, n'est pas climato-sceptique. La question clé, c'est en fait qu'ils sont convaincus que pour les pays riches, ça va bien se passer. Enfin, on peut l'encaisser, quoi. Et c'est d'un cynisme profond. Parce qu'ils disent très bien, pour d'autres pays, c'est plus compliqué. Hein, pour le Bangladesh en particulier, qui est souvent mentionné. Mais même là, le conseil que les experts américains donnent, c'est de dire, pour les pays pauvres, c'est bien simple, ils ont intérêt à se développer le plus vite possible, quitte à émettre plein de CO2, et ça les rendra plus résilients face au changement climatique. Ils n'ont qu'à devenir riches, oui. Ils n'ont qu'à devenir riches, c'est tellement simple en fait. Et donc vraiment, il y a eu... je pense sincèrement que cette confiance dans l'adaptation a joué un rôle clé dans le fait que finalement, on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas beaucoup d'efforts, quoi. Alors, sur la question de l'effondrement, donc c'était un thème très très à la mode suite à la publication d'un livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens en 2015, je dirais, c'était au moment de la COP de Paris, je crois. Alors, je pense que c'est un problème temporel. C'est-à-dire, ils annonçaient l'effondrement pour 2030, 2035. Je me souviens de prédictions en disant, voilà, en 2030, il n'y aura plus d'avions, etc. Et en fait, c'était une idée d'effondrement qui était très ancrée dans une vision d'épuisement des ressources. C'était inspiré d'Yves Cochet, qui était un ministre de l'Environnement, député écolo, qui vraiment insistait beaucoup sur la fin du pétrole, quoi. Moi, j'avais lu Pétrole Apocalypse en 2008-2009, ça m'avait beaucoup impressionné. Et il disait, il est probable qu'il n'y aura pas les Jeux Olympiques à Londres en 2012, quoi, parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Bon. Alors, je pense que cette question, je comprends que les gens s'intéressent à cette question, etc., mais c'est vrai qu'il faut aussi admettre le fait que malheureusement, les industriels sont très inventifs pour arriver à choper les dernières molécules de pétrole, quoi. Donc, la question de l'effondrement, je pense il faut la voir à plus long terme, hein. Mais effectivement, on est dans des dynamiques. Alors, je ne sais pas si effondrement, c'est le bon mot, parce qu'il y avait un côté un peu tout va s'effondrer. Et malheureusement, c'est plutôt certains pays vont sans doute vivre des effondrements. D'autres pays, ça va être plus progressif, ou c'est pas exactement ça qui va se passer. Donc, je pense que les pays sont comme en interconnexion. Parce que quand on voit qu'il y a une zone qui va beaucoup souffrir des températures, ça va être la Chine. Et on peut dire, oui, la Chine, ça va être très dur, ils vont s'effondrer les pauvres. Si la Chine s'effondre, on a un petit problème. Ouais, nous, non, mais je pense que c'est pas exactement comme ça que ça va se poser, quoi. Oui. Mais je suis d'accord qu'il faut quand même... je ne sais pas si c'est le bon mot une fois encore, c'est plutôt, je pense, une violence, le changement climatique, c'est plutôt une violence lente qui s'exerce d'abord sur les pauvres, avant d'être un effondrement consensuel. Si c'est un effondrement de tout, j'ai envie de dire, on se bougerait beaucoup plus, quoi. Mais voilà, donc, par contre, c'est vrai qu'il faut rappeler un peu les données de base, hein. Il n'y a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère maintenant que depuis 3 millions d'années. Et il y a 3 millions d'années, les océans étaient 25 mètres plus hauts. Donc c'est vraiment, on va vers une planète profondément transformée. Et on ne parle pas on parle pas simplement de quelques canicules, quoi. On parle vraiment d'une transformation très profonde de toutes les côtes, etc. Alors, est-ce que c'est un effondrement? Je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose de très, très grave, quoi. Enfin, une vraie modification en profondeur. Profonde de notre planète, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du discours qui encourage la sobriété énergétique des citoyens, mais qui, de l'autre, en même temps, pousse aussi l'industrie à investir dans toutes les énergies possibles, à aller chercher les derniers mètres cubes de gaz à l'autre bout de la planète, etc., etc. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire, à la fois, il faut agir politiquement pour pouvoir agir sur l'industrie, sur les infrastructures, dire aux industriels, vous n'avez plus le droit de faire ci, il faut que vous fassiez ça, point barre. Et ce n'est pas une question de remettre un coût progressif du carbone qui va faire que vous aurez des incitations à innover, machin chose. Non, on arrête vraiment les voitures thermiques. Et si vous faites des voitures électriques, elles sont toutes petites. Ce n'est pas des gros machins qui coûtent très cher, que personne ne peut s'acheter en plus et qui pèsent 2,5 tonnes, quoi. Et ça c'est vraiment complètement hallucinant qu'on n'ait pas profité de ce moment-là pour repenser profondément la voiture. Beaucoup moins de voitures, beaucoup plus petites. Bon. Donc ça, une fois encore, c'est évident que les gouvernements ont un rôle majeur à jouer.
Par contre, moi, j'ai pas de mal avec cette idée que oui, c'est quand même une question morale, c'est une question individuelle, c'est une question de comportement. Et je trouve que ce serait un peu s'exonérer trop vite en disant moi, je fais pas d'efforts parce qu'il y a des gros pollueurs, machin chose, quoi. Sachant que ces gros pollueurs, de fait, les industriels produisent des biens qu'on consomme en général. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun mal à dire que les entreprises pétrolières qui ont été climato-sceptiques, il faut les punir. Et Total, à un moment, a été climato-sceptique. C'est normal qu'il y ait un procès qui soit puni pour ça. Mais c'est vrai aussi, alors, enfin, ce pétrole qu'ils produisent, il profite aussi à toute l'économie, il faut le reconnaître, quoi. C'est vrai qu'il y a une demande de pétrole, et c'est vrai que c'est lié à l'aviation, c'est lié au transport, c'est lié à plein de choses, quoi. Donc il s'agit aussi de transformer les comportements individuels, et les deux ne sont pas en opposition. Il n'y a pas d'un côté un discours qui serait néolibéral, que de dire on individualise, et c'est un truc néolibéral, machin. La vraie politique environnementale, elle se fait seulement au niveau de la politique, de l'État, du gouvernement. En fait, les deux vont ensemble, quoi. S'il n'y a pas un changement de comportement, un changement moral, un changement de civilisation, il n'y a pas de changement politique non plus, les deux vont ensemble, quoi. Vous en avez un peu parlé aussi tout à l'heure, c'est bon peut-être de rentrer un peu plus en détail sur le groupe 3 du GIEC. Vous êtes très critique sur ce groupe 3. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Et peut-être pour commencer, pourquoi le groupe 3 et alors les autres groupes? Et puis le GIEC, c'est quoi peut-être? Ouais, Peut-être le rappeler, on va rappelons repartir de la rapidement, base. hein, mais Ouais. rappelons Alors, en les fait, bases quand même, parce qu'on entend beaucoup parler. Oui, oui. Alors le GIEC, c'est Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. La lettre clé, c'est le I, intergouvernemental. Quand il est créé en 1988, le but du GIEC, c'est de remettre les gouvernements dans la boucle de l'expertise climatique. Avant le GIEC, il y avait déjà eu un groupe d'experts internationaux qui avait été créé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale. Et ce groupe-là, composé d'une quinzaine d'experts, était très très clair. Il n'y a même plus vraiment besoin de faire de recherche. On sait qu'il y a du changement climatique, il faut agir. En 1988, a lieu à Toronto une conférence internationale sur le changement climatique, où il y a déjà des représentants des gouvernements. Les déclarations finales de la conférence sont très importantes et très spectaculaires. Ils proposent de réduire de 25% les émissions d'ici 2005. Et pour faire ça, on va mettre une taxe carbone dans les pays riches qui va servir à financer l'adaptation et le développement dans les pays pauvres. Donc si on avait réussi à faire ça, j'ai envie de dire, on ne serait pas exactement dans la même situation maintenant en 2025. Alors quand les gouvernements, et en particulier le gouvernement américain, entend ça, il dit « mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On ne va pas laisser quelques bureaucrates excités de l'ONU et quelques climatologues nous dicter notre politique énergétique, parce que ça revient à ça en fait. Et donc on va créer un nouveau groupe d'experts intergouvernemental. Et alors là, dans les archives, j'ai trouvé des documents très très clairs qui viennent du département d'État américain envoyés à son représentant à l'Organisation météorologique mondiale. Ils disent, alors dans ces groupes, dans ce GIEC, on veut des représentants non pas simplement des ministères de l'Environnement, de la Recherche, on veut des représentants nommés, des scientifiques, des experts nommés par le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, les firmes énergétiques. On veut des gens sérieux, quoi. Des gens qui intègrent un peu le coût économique de tout ça. Et alors, quand on regarde le début du GIEC, c'est assez frappant de voir que le président du groupe 3 du GIEC est un Américain qui est ouvertement climato-sceptique. Bizarre. Le président du groupe 2 est un Russe qui est aussi climato-sceptique. Il s'appelle Yuri Israël, c'est un des rares météorologues climato-sceptiques à cette époque. Et en 2004, il conseille Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Ça n'empêche pas de rester vice-président du GIEC. Donc vraiment, il faut juste, quand on regarde historiquement ce qu'est le GIEC, on voit que c'est très différent au départ de ce que l'institution est devenue, qui dans l'espace public semble être le paladin du climat. Alors dans le GIEC, je vous ai dit, donc, il y a plusieurs groupes effectivement. Le groupe 1 s'occupe de la climatologie, ils font la synthèse des savoirs sur le climat. Ils ont des mesures. C'est de la science dure, quoi. C'est de la paléoclimatologie, ils ont les carottes glaciaires. Le groupe 2 s'occupe des impacts. Je connais assez peu leurs travaux. Le groupe 3, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est une discipline très différente. C'est en gros finalement le groupe le plus important d'une certaine manière qui nous dicte ce qu'il faut faire, ce qui est optimal de faire face au changement climatique. Donc je vous ai dit, le premier président du groupe 3 du GIEC, qui s'appelait Robert Einstein, est ouvertement climato-sceptique et c'est lui qui va pousser, sous les ordres d'ailleurs du gouvernement américain, l'idée que la solution, elle est technologique. On a aussi des archives américaines très intéressantes. Dans la perspective de la conférence de Rio de 1992, Robert Einstein va voir John Sununu, qui est le Chief of Staff de George Bush, le chef de cabinet de George Bush. Il va chercher ses ordres, en fait. Et John Sununu lui dit, écoute, pour cette affaire de Rio et de climat, premièrement, on ne va pas se fixer d'objectifs d'émission. No target. On ne va pas filer d'argent aux pays pauvres, parce que c'est ça qu'ils veulent, au fond. Cette affaire de climat, c'est qu'un prétexte pour nous tirer de l'argent. No money. Play the technology card, joue la carte technologique. Et en fait, c'est ce que le groupe 3 du GIEC a massivement fait, jouer la carte technologique.
pour les raisons que j'ai déjà mentionnées au début de l'entretien, c'est-à-dire ils font la synthèse d'articles qui sont produits par des scientifiques à qui on dit c'est très bien d'innover. Donc forcément, ils font synthétiser des choses qui disent c'est super bien l'innovation, c'est logique. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire quand on voit le décalage énorme qu'il y a entre des promesses technologiques parfois étranges, en particulier toutes les promesses qui concernent la capture et le stockage du carbone, les réalisations concrètes de cela, et puis le fait que les promesses continuent alors qu'on n'arrive toujours pas à capter du carbone, ça va au-delà. Et là, il y a un sujet qui est plus embêtant, qui est en fait les accointances qu'il y a au sein du groupe 3 du GIEC avec les firmes pétrolières et les firmes fossiles. Je veux dire, quand on voit les rapporteurs, les experts du GIEC, il y a tout plein de représentants d'Exxon, de DPK, qui est un lobby des pétroliers, des énergéticiens chinois, des grandes firmes électriques nationales indiennes, etc. etc. Oe Zoungli, qui était président du groupe 3 du GIEC, puis président du GIEC, était au bord de Hyundai, qui est une entreprise coréenne, qui est à la fois une productrice de voitures, mais un énorme chaebol présent dans la production électrique, le charbon, etc. Donc vraiment, au sein du groupe 3 du GIEC, il ne faut pas voir ça comme simplement un groupe d'experts. C'est plus compliqué que ça. Et une fois encore, ça s'inscrit, enfin, c'est pas un complot, c'est-à-dire c'est voulu par l'ONU. Dans les années 90, la doctrine poussée par Kofi Annan, c'est de dire qu'il faut faire du développement durable, il faut que les multinationales soient présentes dans la production d'expertise, dans la production des solutions. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait, ça donne une mise en avant des technologies de capture de carbone. Qui poussent ces technologies-là depuis les années 90, ce sont les firmes pétrolières, d'abord américaines, norvégiennes, canadiennes, qui en fait... Cette idée de capturer le CO2, ça naît dans les champs pétroliers américains des années 70. Au départ, c'est une technologie de purification du gaz naturel. Quand vous sortez du gaz naturel, vous avez à la fois du méthane et du CO2. Il faut que vous récupérez le CO2 pour vendre votre gaz naturel. Et puis après, ce CO2, vous pouvez l'injecter sous le sol, dans les puits, pour récupérer davantage de pétrole. Donc ça se fait de manière importante à partir de la fin des années 70. Et les entreprises pétrolières vont se dire, très bien, on n'a qu'à présenter ça comme une technologie verte, puisqu'on enfouit du CO2 sous le sol. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point, en fait, ils créent ex nihilo tout un champ d'expertise sur la capture du carbone. Donc ça passe par la création de conférences, un accord avec l'AIE, qui va suivre ces questions de capture de carbone et les encourager, la création de revues. Vous avez des revues qui sortent comme ça sur la capture du carbone. Et le résultat, c'est qu'il y a une production scientifique. Et puis en 2005, le GIEC fait un rapport sur cette littérature-là, qui change vraiment le statut de ça. Parce que pendant longtemps, la capture du carbone, ça semblait absurde. Je vous donne simplement quelques ordres de grandeur. En fait, pour capturer du carbone d'une fumée industrielle, il faut énormément d'énergie. Il faut des solvants, des absorbants qui doivent être chauffés pour extraire le CO2. Tout ça consomme énormément d'énergie, à tel point que toutes les deux ou trois centrales thermiques au charbon, par exemple, il faut construire une deuxième ou une troisième centrale thermique pour produire l'électricité uniquement pour récupérer le CO2. Donc le rendement est absolument catastrophique. Dans le rapport de 2002 du GIEC, si je me souviens bien, du groupe 3, ils disent ça rend l'électricité au charbon plus cher que le nucléaire. Quel est l'intérêt? Autant directement faire du nucléaire, quoi. Et puis, un rapport de 2005 qui change complètement la doctrine officielle sur la capture du carbone, où là, d'un seul coup, la capture du carbone, ça coûte pas si cher, et on pourrait stocker 2000 gigatonnes de CO2, on pourrait stocker la moitié des émissions qu'on va émettre au XXIe siècle sous le sol grâce à ça. Vraiment un basculement entièrement de doctrine. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la littérature scientifique qu'il y a derrière ce rapport. C'est la littérature qui est produite par les entreprises, essentiellement par les entreprises pétrolières et fossiles en général. C'est un abus de langage quand je dis ça, en fait, c'est aussi les cimentiers, etc. Bon. Donc vous voyez, là, c'est intéressant. On voit que le groupe 3 du GIEC a eu un rôle de légitimation d'une technologie qui, objectivement, servait les intérêts et reflétait l'expertise des compagnies fossiles. Bon. Alors, on pourrait dire c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est très grave, en fait. Pour une raison assez simple, c'est que la suite de la capture du carbone, ça a été les émissions négatives. Imaginez, vous reprenez ce dispositif de capture du carbone et vous le mettez sur une centrale thermique qui brûle non pas du charbon ou du gaz, mais qui brûle de la biomasse, du bois. Alors là, c'est génial, puisque à la fois vous produisez de l'électricité et en même temps vous pompez du CO2 de l'atmosphère, puisque le bois, quand il pousse, il récupère du CO2, vous le brûlez, vous récupérez l'électricité, le CO2 vous le récupérez aussi, vous l'enfouissez sous le sol. Alors, le problème, c'est que ces technologies-là, ça a nourri un espoir technologique qui consiste à dire, on n'arrive pas à réduire les émissions, c'est pas grave, on fera des émissions négatives plus tard. Donc, ça a eu un profond encouragement à la procrastination.
Dans le rapport du groupe 3 du GIEC de 2014, ils expliquaient que le premier puits de carbone, après 2050, ce serait la production électrique. Parce qu'on allait faire de l'électricité en masse à partir de bois, de biomasse, on allait récupérer le CO2. Ils estimaient qu'on stockerait chaque année 10 milliards de tonnes de CO2 par an dans leur scénario médian. Il faut savoir que la production mondiale de bois, c'est seulement 4 milliards de mètres cubes. Ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la biomasse forestière pour faire ça. Alors vous allez me dire une fois encore, bon, on s'en fiche, c'est qu'un rapport. Le problème, c'est que c'est juste un an avant l'accord de Paris. L'accord de Paris est signé sur cette promesse technologique-là. Ce qui rend la neutralité carbone possible et économiquement envisageable, et qui rend possible la signature par les gouvernements de l'accord de Paris, ce sont ces technologies qui n'existent pas. Si vous voulez, l'accord de Paris reposait en fait sur une fausse promesse technologique. Et ça a plein d'effets catastrophiques. Parce que les gouvernements se sont engagés à faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ça produit, à mon avis, une forme de discrédit aussi de la parole scientifique et de discrédit de la parole gouvernementale, quoi. Et le problème aussi, c'est que, vu que maintenant, dans les scénarios, ils disent il faut plein d'émissions négatives, qu'est-ce qu'on a? On a des entreprises qui se montent en disant je vais vous faire des émissions négatives, donnez-moi de l'argent. Évidemment, c'est de l'argent public. Et donc, il y a une prolifération de start-up qui prétendent faire des émissions négatives, qui récupèrent des subventions publiques, qui vendent des crédits carbone, alors que, de fait, elles ne stockent pas de carbone. De fait, elles ne produisent pas d'émissions négatives. Il y a un exemple assez cocasse presque, c'est l'entreprise Climeworks, une entreprise suisse, fondée par des anciens élèves de l'EPFL de Zurich, qui en 2015 annonce à qui veut l'entendre, nous, avec notre super technologie, on a un nouveau sorbant génial, on espère pouvoir stocker 1% des émissions mondiales d'ici 2025. Ça fait un tabac incroyable. Tous les grands noms du climat vont rendre visite à cette entreprise. Même Greta Thunberg y va, elle trouve ça formidable. Enfin, je ne sais pas si elle trouve ça formidable. Il y a des photos d'elle, en tout cas sous la pluie, avec un des entrepreneurs. Alors maintenant, 10 ans plus tard, et plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement plus tard, y compris publics, et puis des crédits carbone qui ont été vendus. Quand on regarde sur leur site, il y a un onglet Sustainability, on clique dessus, ils disent on espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. C'est-à-dire une entreprise qui est censée faire des émissions négatives n'arrive même pas à atteindre la neutralité carbone. Donc vraiment, et ça c'est très embêtant parce que c'est de l'argent public, mine de rien. Enfin, qui classiquement est tombé dans des poches privées. Hein. Enfin, oui, exactement. C'est des centaines de millions quand donc, même. En fait, cette affaire de capture du carbone, par exemple, l'Angleterre a annoncé une vingtaine de milliards de livres sterling dans la capture du carbone en mer du Nord. Cet argent, qui est fléché comme la finance climat, ça va dans quelle poche? Ça va dans les poches de Equinor, anciennement Statoil, la compagnie norvégienne de pétrole, Eni et Shell. Oui, c'est la finance climat qui va financer des pétroliers. Ça pose vraiment... Parce que qui est capable de récupérer du CO2, de le mettre dans des navires, de l'enfouir sous un ancien puits de pétrole? Évidemment, c'est les compagnies pétrolières. Donc vraiment, je pense que les modélisateurs qui ont fait rentrer énormément d'émissions négatives dans les modèles, et même qui ont commencé à en parler, à mon avis, ça a plein de conséquences. Faire de fausses promesses technologiques, ça a des conséquences dans le monde réel qui sont très problématiques. Parce que ces 20 milliards de livres sterling, l'Angleterre aurait pu faire des choses sans doute plus utiles. Ils auraient pu construire des pistes cyclables, isoler des maisons, installer des pompes à chaleur, que sais-je. Mais en tout cas, pas filer de l'argent à des compagnies pétrolières. C'est un autre exemple, je pense aussi à l'avion à hydrogène qu'on nous vend en disant il n'y a pas de souci, demain les avions, c'est pas la peine de prendre des mesures contre l'aviation, on pourra continuer grâce à ce miracle qui va bientôt être là. Attendez, filez-nous quelques centaines de millions encore. Et puis... Je me suis intéressé à l'histoire de l'avion à hydrogène. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une ancienne promesse. Dès 1976, on a des plans d'avions à hydrogène de Lockheed Martin, qui n'ont jamais mené nulle part. Alexei Tupolev, le fameux ingénieur aéronautique russe, soviétique, dans les années 80, dit pendant longtemps l'aviation était polluante, maintenant elle va devenir propre grâce à l'hydrogène. On est dans les années 80. Bon. Donc c'est une vieille promesse, ça ne marche pas pour des raisons physiques, là, pour le coup. Je veux dire, c'est pas très compliqué, c'est l'hydrogène, il faut le maintenir à moins 253 degrés. Donc il faut des réservoirs qui ont des formes plutôt compactes pour éviter d'avoir des réservoirs trop volumineux. Et donc les réservoirs, actuellement, ils sont logés dans les ailes.
Donc ça permet, enfin, donc ils ont des formes au contraire très allongées. Donc c'est pas du tout adapté. Et puis en plus, le problème c'est que l'hydrogène, ça nécessite énormément d'électricité pour être produit, si on veut le faire de manière verte. Donc c'est juste que les rendements sont très très mauvais. Le rendement des électrolyseurs est très mauvais. En gros, on perd les 2 tiers de l'électricité, de l'énergie contenue dans l'électricité pour faire la molécule d'hydrogène. Il y a des calculs qui sont faits pour fournir en kérosène l'aviation, enfin les avions qui volent depuis la France, en gros 9 millions de tonnes par an. Il faudrait quasiment tout le parc nucléaire français dédié à la production d'hydrogène vert pour faire ce kérosène-là. Donc c'est juste, ça ne marche pas. Voilà, il faut reconnaître cette chose-là. Et quand vous en discutez avec des ingénieurs aéronautiques, ce que j'ai fait, ça les horripile en fait. Je trouve ça très énervant, ces promesses comme ça, balancées, alors qu'ils savent très bien que si déjà ils arrivent à augmenter un petit peu l'efficacité des moteurs d'avion, ça sera pas mal. Et on gagne quelques pourcents par an, c'est déjà bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas promettre des choses dont on sait que ça n'arrivera pas. Effectivement, je pense que l'avion à hydrogène, c'est l'exemple le plus simple et le plus évident de la force de procrastination que porte l'idée de transition énergétique. En gros, on continue globalement comme avant parce que d'ici 25-30 ans, on aura trouvé la solution, quoi. Alors après, ça commence un peu à se voir, je pense, et ça devient de moins en moins crédible. Et l'avion à hydrogène, c'est plutôt maintenant devenu cocasse. Alors maintenant, comme on ne sait pas faire d'avion à hydrogène, on va faire des avions avec des biofuels. Mais l'autre problème, là, c'est toujours le même truc, c'est qu'il n'y a pas la biomasse nécessaire. Donc il faudrait des huiles pour alimenter les avions. De manière assez cocasse, les compagnies d'aviation, maintenant, sont des très grands clients des abattoirs, parce qu'ils veulent récupérer, enfin ils récupèrent déjà la graisse des abattoirs pour les transformer en biokérosène. Alors pareil, des calculs sont faits, pour faire un Paris-New York, il faut la graisse de 8800 cochons quand même. Donc ça veut dire qu'il faudrait manger énormément de cochons, ce qui poserait d'ailleurs d'autres problèmes pour l'environnement, pour imaginer arriver à nourrir ce gouffre énergétique que représente l'aviation. Dans un ordre d'idée finalement assez proche, il y a des scientifiques qui ont proposé de gérer le problème climatique comme un stock. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas épuisé à 100 eh bien le stock qu'il y a sur la planète Terre, quand on n'a pas atteint les limites, eh bien c'est pas grave, on peut émettre et finalement on consommerait le climat comme une ressource. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique? Alors ça, c'est un des chapitres de mon livre qui parle effectivement de la mise en place de cette logique-là, qui est, à mon avis, historiquement importante pour comprendre pourquoi on a eu une expertise économique aussi mauvaise sur la question du changement climatique. Pourquoi l'expertise est aussi technophile? Je pense que, dans une grande mesure, c'est parce que les premiers économistes à se saisir de la question du changement climatique sont des économistes qui ont fait leur classe dans la décennie 70, dans le rapport à la crise énergétique et dans la réfutation du rapport au Club de Rome. Un rapport très important qui a eu énormément d'impact. Les rapports, en français, Halte à la croissance, Limits to Growth en anglais, publié en 1972. C'est le fameux rapport Meadows. Et justement, on a interviewé Denis Meadows sur cette chaîne, donc on vous met bien le lien. Il y a maintenant quelques années, mais évidemment, ça n'a pas pris une ride. Donc on vous conseille vraiment cette remarquable interview. Et vraiment, ce rapport Meadows choque à la fois la population et les gouvernements. Le vice-président de la Commission européenne, après avoir lu le rapport Meadows, écrit une lettre au président de la Commission européenne en disant « c'est très grave, il faut vraiment repenser profondément ce que c'est que notre économie, les valeurs qu'on doit pousser, etc. » Et les économistes néoclassiques, bontins, vont s'employer à réfuter en bonne et due forme ce rapport-là. En gros, de quoi se mêlent ces physiciens, modélisateurs, informaticiens? Ce n'est pas des gens sérieux. Et il y avait quelque chose qui manquait dans ce rapport, c'était effectivement la prise en compte du progrès technologique, de l'innovation, qui permet effectivement d'avoir des techniques plus efficaces, d'aller trouver plus de pétrole, comme on en a parlé, de faire des fois des substitutions entre, s'il y a un métal qui devient plus cher, ben on peut aller chercher un autre métal et avoir des choses semblables, etc. Bon. Et c'est vrai, et ils font tout un tas de choses là-dessus en disant ben, il y a une substitution du capital naturel et capital technologique. Ces économistes-là vont être les premiers à travailler sur le changement climatique. Les économistes de l'énergie, qui ont réfuté le rapport Meadows, qui deviennent les économistes du climat. L'exemple le plus célèbre que j'ai déjà cité, c'est William Nordhaus, prix Nobel d'économie de 2018, qui en 1973 fait un article typique sur la crise énergétique. En gros, c'est pas le choc pétrolier, le pétrole coûte cher. J'ai envie de dire, la réaction de sens commun serait de dire, bon, on essaie de l'économiser. Et bien, si vous êtes un économiste néoclassique, vous pensez l'inverse. Vous dites non, c'est l'inverse. Le pétrole coûte cher, il faut l'extraire maintenant, parce que d'ici 20 ou 30 ans, on aura le nucléaire, le surgénérateur nucléaire, et le pétrole pourrait devenir obsolète, en fait. Et donc, on risque de se sacrifier bêtement, alors qu'on a la techno qui, dans 25 ans, nous fera que le pétrole ne sera plus utile.
Il appelle ça la backstop technology, le filet de sécurité technologique, qui est une notion clé en économie du climat. La backstop technology, ça consiste à dire qu'il existe une technologie qui permettra de remplacer les fossiles à un certain coût donné, si on accepte d'en payer un certain coût. 2 ans plus tard, il écrit le tout premier article d'un économiste sur le changement climatique. Il tient exactement le même raisonnement. Il y a de l'effet de serre, il y a du changement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se serrer la ceinture maintenant? Certainement pas. Ça sera tellement plus simple de faire la transition à la fin du XXe siècle, quand on aura le surgénérateur nucléaire. Donc vraiment, il y a eu un transfert de raisonnement, de futurologie, de la crise énergétique vers la crise climatique. Et ça n'aurait pas dû avoir lieu, parce que les deux choses n'ont absolument rien à voir. Crise énergétique, c'est on manque de ressources. Crise climatique, c'est on a beaucoup trop de ressources. Donc vraiment, l'idée d'avoir pensé le climat en termes de ressources a posé tout un tas de problèmes. Si vous vous conceptualisez le problème du changement climatique, comme c'est fait à partir des années 70, en disant qu'il ne faut pas qu'on émette plus de... On a le droit d'émettre tant de milliers de gigatonnes de CO2 pour ne pas dépasser le doublement du CO2 dans l'atmosphère. En fait, les économistes auront tendance à dire ce genre de solution, c'est un problème classique d'optimisation. On peut appliquer nos modèles qu'on a déjà développés sur l'énergie. Et d'une manière générale, l'innovation a réussi à répondre aux problèmes de ressources pour les pays riches jusqu'alors. Le pétrole, on pensait qu'il n'y en aurait plus, puis finalement, il y en a beaucoup. Et donc, ça donne une certaine confiance, si vous voulez, dans l'innovation technologique. Voilà. Donc, vraiment, je pense que ce moment-là est très important parce que ça explique une bonne partie des errements de l'économie du climat des années 80-90. Pour terminer, je dirais, pour tracer quelques perspectives, est-ce que vous voyez une autre issue à ce qu'on vit que la décroissance? Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, je vois une autre issue. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, une forme de continuation du monde tel qu'il est, une adaptation qui se fait plus ou moins bien en fonction de où vous êtes, qui vous êtes, de vos capitaux, de vos ressources, etc. Après, le changement climatique aura des impacts économiques majeurs, et commence déjà à avoir des impacts économiques majeurs sur l'agriculture. Et donc, le plus inquiétant, c'est ça, au fond. C'est que ce ne soit pas la décroissance, mais plutôt des cours des céréales qui augmentent, des famines dans les pays pauvres. C'est ça le vrai risque, la chose vraiment fondamentale, la chose vraiment inquiétante. Est-ce qu'un jour, on aura une sorte de réveil politique généralisé en disant, maintenant, on se rend bien compte qu'évidemment, notre impact sur le climat est lié à nos modes de vie, et donc il faut vraiment profondément changer le fonctionnement de l'économie, les incitations. Franchement, dire oui, ce serait assez utopique, d'une certaine manière. Et je me rends bien compte que ce serait assez utopique. Parce que je pense que l'avion hydrogène est parfaitement utopique. Un tel basculement politique est aussi en partie utopique. Voilà. Donc c'est vrai que moi, fondamentalement, c'est pas que je sois pessimiste ou optimiste ou quoi que ce soit, mais c'est juste quand on réfléchit d'un point de vue assez réaliste, j'ai envie de dire, sur ces questions-là, ce qu'on voit, c'est aucune dynamique politique capable d'arrêter cette chose aussi énorme qu'est le changement climatique. Mais dans ce cas-là, on pourrait avoir une décroissance qui ne sera pas du tout décidée politiquement, mais qui sera juste décidée par des problèmes, par des crises, par des conflits, non? Qui sera subie, et une fois encore, ce sera une question très, très inégalitaire. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, ce à quoi je pense, c'est un livre qui est peu connu en France, plus connu à l'étranger, d'un collègue britannique qui s'appelle David Edgerton, qui en anglais c'est The Shock of the Old, et en français, ça a été traduit en français quand même, qui s'appelle Quoi d'œuf. Et c'est un livre vraiment qui change profondément notre manière de comprendre l'histoire des techniques, moi qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a beaucoup fait avancer, qui m'a permis de raconter une histoire différente de l'énergie. Donc vraiment, je crois que c'est un livre que je conseille chaudement. Sur les questions dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, il y a 2 livres que j'ai trouvés très intéressants. Le livre de Romain Felly, qui s'appelle La Grande Adaptation, qui montre à quel point la question de l'adaptation a été centrale aux États-Unis dès les années 70-80. Et pourquoi? C'est parce que ça correspondait bien finalement à l'ambiance idéologique néolibérale de l'époque. C'est tellement plus simple d'imaginer que chaque individu va s'adapter. Et ça, le marché est un facteur d'adaptation d'une certaine manière, plutôt qu'imaginer une transition ou une décroissance où là, il faut imaginer un État très puissant qui commence à coordonner, contrôler, etc. Donc ça c'est un livre que je trouvais vraiment, de 2014, si je me souviens bien, qui vraiment met le doigt sur quelque chose d'historiquement très, très important, je pense. Un livre que je conseille aussi, c'est le livre d'Édouard Morena, qui s'appelle « Fin du monde et petits fours ». C'est une enquête ethnographique, sociologique sur ce qu'il appelle la jet set climatique.
C'est en gros la description du milieu mainstream sur le climat, les grandes ONG philanthropiques, souvent financées par la tech américaine d'ailleurs, c'est assez intéressant, à quel point les ONG climat, par exemple the European Climate Foundation qui finance les ONG sur le climat en Europe, son argent vient beaucoup de la tech américaine, donc des milliardaires qui veulent, en partie veulent se donner bonne conscience sans doute, qui veulent aussi être du bon côté de l'histoire, parce qu'ils ont bien conscience que ça va quand même mal finir cette affaire. Et peut-être de manière moins, comment dire, moins charitable, c'est aussi une forme de mépris, parce que quand Jeff Bezos crée un Earth Fund où il donne quelques centaines de millions de dollars, pour lui c'est rien du tout en fait. Et ça par contre pour les ONG climat c'est absolument titanesque, donc ça montre bien l'énorme écart des rapports de force. Et c'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant aussi.